Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, comment vas-tu? Ça va bien? T'as de l'air un petit peu fatigué. Oui, pourtant j'arrive de vacances. Je devrais pas, hein? Les vacances ont été dures. Les vacances ont été une prise de conscience que j'aurais peut-être besoin de très longues vacances. OK. Avec nous, parce qu'on va lui permettre tout de suite d'embarquer dans la conversation, notre invité, Étienne Tremblay. Salut les boys! Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille. Je sais plus à combien je suis rendu, là, 3, 4? Je pense que t'as le... C'est on le avait fait le record décompte, parce que là, tu hein, fais la cinquième. Je fais la cinquième. Bon, la cinquième fois. Fait que, ça me fait plaisir d'être avec vous autres encore ce soir. Donc, on dit qu'il faut qu'on l'invite au moins une fois par année pour qu'il garde toujours sa primauté comme celui qui a participé à plus d'émissions. Mm-hmm. Ça me fait plaisir. Guy? Quoi de neuf avec toi? À part les vacances. Ah écoute, en réalité, les vacances, c'est plaisant, mais tu reviens, là, comme là, moi, je suis à la caisse, tu sais, c'est mon client principal. Mais l'ouvrage, il est pas arrêté, hein. Malheureusement, Tous même nos les auditeurs comprennent ça, là. Tu sais, tu reviens, puis là, ça veut dire un petit blitz, tu passes à travers ça. Puis, on le fait, là, ça fait partie de la vie, puis faut pas se plaindre, puis on aime ça, ce qu'on fait, donc on fait partie des privilégiés dans le sens d'aimer notre travail, parce que, tu sais, il y a bien du monde, nous autres, à tous les dimanches soirs, ils pensent qu'ils rentrent travailler le lundi matin, puis c'est comme, ça ressemble un peu à mes jeunes quand ils parlent à l'école. Le seul de ce temps-ci, lui, qui a hâte d'aller à l'école, c'est mon plus jeune de 6 ans. Lui, c'est comme, parce que quand on a 6 ans, l'été, c'était long. Souvenez-vous que c'était long, là. Oh non, c'était jamais long. C'était jamais long. En tout cas, moi, je me malheureusement. souviens, je trouvais ça long, puis là, lui, il a hâte que l'école recommence, donc... Ma petite fille de 9 ans, elle a bien hâte que l'école recommence aussi. Ah, puis moi, j'ai pris des vacances un petit peu plus longues. J'ai pris le mois d'août au complet, là. Moi, j'ai eu un mandat qui se terminait à la fin juillet, là, donc j'en ai profité. C'était pas le temps là, de chercher Non, pour un mais là, nouveau mandat. septembre, là, tout est à recherche de mandat? Oui, je suis à recherche de mandat pour septembre. En fait, j'en ai profité pour me former sur Silverlight et Blend, puis la suite Expression. Là. Ah. Que de plaisir, quoi. On s'amuse comme on peut, hein? Effectivement. Moi, j'ai profité de mes vacances pour installer Windows 7, fait que... Ouais, moi, j'ai pas encore fait, là. Faut voir. Ça, j'ai une liste d'affaires à faire, là, l'enfer, là. Ben, on va y arriver. Donc, si on présentait notre invité... Ouais. Parce que beaucoup de nos auditeurs te connaissent parce que tu es quand même quelqu'un de fortement connu dans la communauté montréalaise. Puis même plus large que ça, parce que, écoute, Étienne, on va commencer tout de suite par statuer que tu travailles pour un nouvel employeur. Je travaille effectivement pour un nouvel employeur qui est très connu au Québec, qui a un historique très long. C'est DMR. Donc, j'ai fait le saut de chez EDS à chez DMR, ce qui a été intéressant. Ça m'a pris du temps à prendre cette décision-là parce que ça faisait quand même 17 ans que je travaillais chez EDS. 17 ans. 17 ans, c'est long, hein? Mais j'ai eu quand même 8 ou 9 très, très gros mandats chez EDS qui ont été vraiment intéressants, dont le dernier qui était d'implanter TFS, tout ça. Donc, je regrette rien de mon parcours de carrière. Mais, comme vous le savez tous, ou si vous le saviez pas, EDS a été acheté par Hewlett-Packard, remaniement d'une très, très grosse compagnie de Hewlett-Packard, 170 000 employés. EDS NHP Company. C'est ça. Et puis EDS, 140 000 employés. Ça fait une compagnie de 310 000 employés. En tout cas, Étienne, c'est du monde, ça. En tout cas, ma perception, moi, je pense pas qu'HP ont fait une bonne intégration d'EDS parce que tout le monde que je connais qui était vraiment le moindrement allumé, là, des bonnes têtes, là, ils travaillent plus maintenant chez EDS. Ils ont tous quitté. Donc, à quelque part, c'est pas un succès. En tout cas, peut-être pour les gens d'HP, eux autres considèrent que c'est un succès, mais moi, de l'extérieur, je regarde ça, je dis, oh my, fuite de cerveau, puis DMR en a profité, entre autres à Montréal. Ils ont réussi à mettre la main sur quelqu'un qui connaît bien, pas juste le développement logiciel, mais le produit Team System. Mais DMR, c'est Fujitsu Company. Tu pourrais pas dire mieux. Puis en plus, je suis passé d'une compagnie à 3 lettres à une autre compagnie à 3 lettres.
qui DMR. fait à peu près la même chose. En fait. EDS, DMR, C'est ouais. un intégrateur, tout ça. Uh-huh. Et puis effectivement, DMR appartient à Fujitsu, donc j'ai passé d'une compagnie à une autre, mais c'est totalement différent comme atmosphère. Je suis en français, j'ai beaucoup moins de voyages à faire en fait que j'avais chez EDS. J'étais parti quasiment une fois par mois. Par contre, je m'occupe de mandats qui sont un peu plus hauts. Mon titre, c'est directeur associé de la pratique Microsoft, donc ici à Montréal. C'est un beau titre, puis il y a beaucoup de choses à faire. Et puis donc de superviser un peu tout ce qui s'en vient côté Microsoft, regarder les stratégies, tout ça. Donc c'est bien intéressant. Là. Je fais aussi de l'architecture parce que je suis sur des mandats aussi là, je suis architecte organique parce que c'est une expression que je ne connaissais pas. Mais qui fait partie du vocabulaire DMR. Et DMR et notre très belle méthodologie. Juste pour la Microscope, petite histoire, voilà. pour les auditeurs qui connaissent pas, bon, DMR, ça fait quoi, une quarantaine d'années que ça existe, c'est né dans les années 70. Et c'est une compagnie qui, à l'origine, s'était beaucoup positionnée avec une méthodologie. Et dans cette méthodologie-là, il y avait qualifié des rôles d'architecte. Il y avait architecte fonctionnel, mais il y avait surtout architecte organique, ce qu'on appellerait, nous, Un architecte technologique, là. Ouais, mais même encore là, il faisait la différence, même l'architecte technologique qui est plus l'architecte d'infra dans... Ah, OK, d'accord. Parce que puis cette méthodologie-là était adoptée beaucoup par entre autres au gouvernement, puis même forcé de. oui. Boeing, en fait, c'est un super gros consommateur de la métaux, là. Puis donc souvent dans les offres d'emploi, en tout cas au Québec, on recherche un architecte organique. Puis bon, quand tu vis au Québec, à un moment donné, tu viens à comprendre c'est ça ce qu'il veut dire par architecte organique. Mais souvent, on va rencontrer des gens qui disent je suis un architecte organique, mais qui sont pas capables de situer ça parce que bon, l'état de l'art en architecture a évolué là. Puis, en tout cas, à part le Québec, il n'y a à peu près aucun endroit où quelqu'un s'appelle architecte organique. On appelle ça un architecte logiciel, finalement. Ou en tout cas, un architecte qui s'occupe de s'assurer que la structure de l'applicatif va fonctionner. Donc, tu fais beaucoup ça. Écoute, Étienne, avant de te joindre à DMR, tu étais impliqué avec l'équipe Team System parce que tu fais partie du conseil des sages. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On pourrait dire ça. Je suis encore sur le conseil, d'ailleurs, Ouais. comme toi, d'ailleurs. Et puis... Ça change rien à ce rôle-là. Tu continues à être pas du impliqué. Puis bon, avec DMR, là, maintenant, DMR profite de ton implication pour Tout à fait. être... Donc, j'ai embarqué, par exemple, DMR sur le TAP, le Technology Adapter Program de la prochaine version de Studio. Donc, tous mes contacts, toutes les choses que j'avais chez EDS, ben évidemment, je les amenais avec moi chez DMR. Donc, tout le monde peut profiter. DMR peut profiter de mes contacts. Tu continues aussi à être impliqué beaucoup à Imagine Cup. À Imagine Cup. J'étais allé cette année. C'était en Égypte. Ah oui, t'as apprécié. il est revenu malade. J'ai toujours Beaucoup apprécié. la nourriture. J'ai été là 7 jours et j'ai été malade 4 jours. Alors, ça fait 2 fois que je vais en Égypte, ça fait 2 fois que je suis malade. Vraiment, écoute, j'étais obligé de prendre un antibiotique Étienne, est-ce que près tu du vas spectrum quand je suis revenu. J'étais vraiment malade. Vas-tu retourner une 3e fois en Égypte? J'ai barré l'Égypte. C'est terminé. Si je transite via le Caire pour aller au sud de l'Égypte, que j'ai pas visité, peut-être. Mais je ne pense pas retourner au Caire pour séjourner. Disons que c'est rendu dans ma liste de non. J'ai déjà donné. J'ai déjà donné, voilà, plusieurs fois même. Je plains surtout ceux qui s'occupent des chambres dans les chambres d'hôtel en Égypte. Je les plains, ça. les pauvres. Les pauvres. Tu peux peut-être expliquer un petit peu c'est quoi Imagine Cup? Donc, Imagine Cup, c'est une compétition que Microsoft fait à chaque année. Avec, tu vois, cette année, il y avait 300 000 étudiants qui ont participé. C'est une compétition étudiante. Mondiale. Mondiale, à travers le monde. Il y avait 70 pays de représentés cette année. Puis à peu près 600 finalistes à peu près. Et puis, essentiellement, il y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y a une dizaine de catégories. Mettons, il y a une compétition de 24 heures. Il faut que tu montes un réseau de bout en bout. Tu as 10 machines virtuelles. Faut que tu mettes un Exchange, un SharePoint. Donc ça, c'est une compétition. Mais la compétition que moi, je suis juge, parce que, en fait, je vais au Imagine Cup parce que je suis juge, c'est Software Design. Donc ça, c'est la compétition prestige. Et puis, en fait, c'est des équipes de 4 étudiants qui font un projet sur... ils ont un choix. Les années passées, il y avait des choix prescrits. Par exemple, c'était sur l'éducation, sur l'environnement. Et puis, cette année, c'était un choix ouvert. Donc, c'était, tu vois, sur l'UNESCO, il y a les 8 mandats internationaux, millénaires, les mandats du millénaire, par exemple, de l'UNESCO. Puis, il fallait que les étudiants choisissent un parmi ces 8-là. Puis, ils essayaient de faire une application pour
subvenir à ce besoin-là. Donc, c'était bien intéressant. Et puis C'est des étudiants au niveau universitaire, je pense. c'est à peu près universitaire, ouais. J'ai eu, pas cette année, mais l'année passée, il y avait un étudiant de secondaire, fin secondaire, 16 ans, tout ça. Mais en général, c'est plus universitaire. Puis il se prépare pendant un an, là. Il se prépare pendant un an, et puis la finale, en fait, les présentations des prix, c'était au pied des pyramides. Oh. Donc, Microsoft a fait construire un stage, là, et puis il y avait, il faudrait que je mette des photos sur mon blog d'ailleurs de ça, là. Mais c'était construit au pied des pyramides. On avait les pyramides en backdrop la nuit, tout illuminé. C'était assez impressionnant, là, tu sais, de dire que, écoute, ça prend. Les étudiants étaient comme wow, là, tu sais, c'était vraiment le fun là, pour ça. Et c'était ta 3e année, je pense. Hein? C'était ma 3e année, et puis en fait cette année aussi, je suis tombé sur le conseil d'éthique. Pour l'Imagine Cup. Donc, ça me permet aussi d'avoir une place pour l'année prochaine, là, probablement. Et l'année prochaine, ça va se dérouler où? Ça va se dérouler en Pologne. Pologne. Varsovie? En Pologne, ouais, à Varsovie, ouais. Je suis jamais allé, donc ça risque d'être intéressant aussi, là, cette compétition-là. Étienne, aujourd'hui, on veut discuter avec toi d'un sujet avancé en gestion de code source. Parce qu'on pourrait avoir un sujet, tu sais, qu'est-ce que la gestion de code source, mais nous, ce qu'on veut plus traiter, c'est comment organiser ces branches, donc comment structurer le code source puis surtout pour faciliter notre déploiement, notre construction, puis en quelque part aussi favoriser les bonnes pratiques, c'est-à-dire tu peux, comme dans toute chose, tu peux utiliser ça correctement, puis simplifier la vie, ou tu peux créer beaucoup de complexité puis te rendre la vie très ardu. Très, très ardu. Puis avec la problématique avec les branches, c'est que le monde a tendance à faire des branches à qui mieux. Puis là, tout d'un coup, ils sont perdus. Là, parce que dans le fond, ils se servent de branches pour faire un backup et non pas, ils servent pas des branches pour faire ce dont les branches sont créées pour faire. Là. Puis on en parlera là un peu, c'est quoi le but des branches, là? Allons-y. À quoi ça sert une branche? Rentrons dans le vif du sujet. D'accord. Donc, Mario, je vais juste te donner une définition que moi j'ai écrit. J'ai fait, en fait, tout ça découle, ce podcast-là découle du fait qu'au Codecamp, j'ai fait cette présentation-là. Donc, là, t'as pas assisté, puis t'es le genre à dire, j'ai pas assisté à celle-là, ça pourrait être le fun de faire un podcast, au moins j'apprendrais quelque chose en même temps. Fait que, je sais pas si je me trompe. Non. Moi, chaque émission, j'apprends quelque chose. Je suis sûr. Donc, ceci étant dit, je vais t'expliquer un peu là, ma présentation, ce que j'avais fait. Donc, j'avais écrit une définition à l'époque de c'est quoi une branche. Je pense qu'elle est encore bonne. Puis on peut la discuter. C'est quoi? Un bout de bois qui apparaît dans un arbre. C'est ça. Donc, dans la présentation, en fait, j'avais une branche avec une grenouille dessus quand ça commençait. Puis là, je dis, ça, c'est pas une branche. Puis ensuite, la deuxième slide, c'était un fouillis là, avec plein de branches. Puis là, j'ai dit, j'espère que c'est pas ça que votre stratégie de branche, OK? Donc, donc ça a fait sourire le monde un petit peu parce que, bon, évidemment, plein de roseaux partout. J'espère que c'est pas ça ta stratégie de branche. Donc, une branche, c'est la définition que j'ai écrit. C'est une unité d'isolation de zone de travail dans laquelle on peut travailler sur un problème, une défectuosité ou une fonctionnalité spécifique sans affecter les autres zones de travail. Donc là, le mot-clé, c'est unité d'isolation. Exact. Donc, en d'autres mots, dans ta gestion de code source, si tu n'aurais jamais besoin de t'isoler, tu devrais avoir une seule branche et aucune autre. Oui, tout à fait. Donc, si on n'a pas besoin de s'isoler, on met le code source sur une branche, à un seul endroit, puis c'est cette branche-là qui devrait toujours vivre et évoluer tout le long de vie du produit, en tout cas de ce qu'on développe. Puis c'est d'ailleurs ce que beaucoup de projets qui utilisent VSS, par exemple, font, parce que VSS ne supporte pas vraiment le branching proprement. VSS étant SourceSafe. SourceSafe, exact. Donc, juste pour situer la petite histoire. Exact. Donc SourceSafe, on en a parlé beaucoup parce que c'est un produit qui était donné gratuit par Microsoft depuis quoi, une dizaine d'années. Là, je vais mettre une parenthèse, un bémol, ça a jamais été gratuit. Non. Il y a toujours eu un cal qu'il fallait payer pour ça, mais le monde, comme ça venait avec le DVD de Visual Studio, ben, il l'avait. Il y avait le cal était inclus, je pense. Ouais. Ça se peut, ça se peut, effectivement. Donc, ça a jamais été gratuit, mais ça a toujours été perçu par la communauté comme, c'est un produit gratuit. Exact. Puis comme beaucoup de produits, en tout cas, qui coûtent pas cher,
ben ça valait peut-être pas plus Ben, qu'il faut- mais c'était bon pour Regarde Mario, démocratiser. ça a été bâti il y a quoi, 10-12 ans, ce produit-là? Ça a été bâti en 1992. Ouais, Et ça n'a pas évolué. 7 ans. Donc, au fil des années, c'est pas un produit qui a changé drastiquement, qui a évolué avec les meilleures pratiques au niveau de gestion de code source, tout ça. Donc, c'est un produit qui a répondu à un besoin. Pour l'époque. BB6, tout ça, petite équipe, tout ça. Mais là, les besoins ont changé. Puis ça n'a jamais été un produit utilisé à l'interne chez Microsoft. Non, effectivement. Il y c'était- avait leur propre produit qui s'appelait... comment Code ça Depot. s'appelle? Code Non. Depot, c'est ça. Exact. Dans les années 90. Puis, mais ça a beaucoup aidé à démocratiser et à sensibiliser les équipes que ton code source, tu ne devrais pas le gérer dans des répertoires, mais tu devrais gérer ça dans un outil de gestion de code source. Faire un copier-coller sur un share network, genre, là. J'en ai entendu toutes sortes de façons de gérer des codes. Ben, puis tristement, surtout quand on fait de la consultation, on en rencontre encore beaucoup d'équipes qui Tout à fait. fonctionnent avec des répertoires, puis on copie, puis en tout cas, puis là, tu leur dis gestion de code source. Ah, c'est compliqué, ça. Revenons à nos branches. Ouais. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le mot-clé, c'est unité d'isolation. Donc, l'idée, c'est que, comme tu le disais, si tu n'as jamais besoin de t'isoler, tu pourrais avoir un mainline, qu'on appelle un main branch, que tu travailles dessus avec toute ton équipe, puis tout est beau. Donc là, tu viens de dire aussi un mot-clé. Le fait que tu devrais toujours avoir un point central qui va où tu vas partir tes isolations, le terme, en tout cas le nom de ce patron-là, c'est mainline. On parle d'un mainline, ouais. Le tronc. Ou le le trunk, tronc. ceux qui utilisent Subversion, par exemple, vont te parler du trunk. Donc, c'est il y a le un mot tronc utilisé. principal. Ouais. Puis, si tu as besoin de t'isoler, tu devrais toujours rester ton code source dans ton tronc. En fait, si tu t'isoles, tu t'en vas dans un autre endroit où est-ce que tu vas travailler. Donc, tu te fais une branche, puis si tu travailles dans cet endroit-là, tu ne travailles plus dans le tronc ou dans le mainline. Donc, mais moi, je vais te dire que c'est la définition, OK? Par contre, puis on parle de si tu n'as jamais besoin de t'isoler, j'ai pas vu de projet encore où tu n'as pas besoin de t'isoler. Non. OK? Je pense que... Il y a je pense des que scénarios assez classiques qu'on va traiter où est-ce que Exact. faut que tu t'isoles au moins à 3 ou 4 ou 5, dans 5 scénarios très classiques. Exact. Donc, tu as fini toujours par avoir des branches. Puis en fait, je pense que le monde se rend compte quand il commence à se servir de branches proprement que il aurait dû toujours faire ça. Puis que avant il se servait d'un mainline par exemple, parce que dans VSS il y avait le mainline. Puis là il y avait des cas précis où est-ce que il était plus capable de travailler. Surtout que VSS c'est un exclusive checkout, ça veut dire que quand tu sors tes fichiers, tu as un lock exclusif sur ton fichier. Puis là le monde avait besoin de ce fichier-là. T'en as deux qui travaillent sur la solution où le projet veut rajouter un fichier par exemple. Là t'as des problématiques, ça marche plus. Donc il y a beaucoup de scénarios qui se prêtent pas du tout à VSS là. Avant de traiter de ces scénarios-là, puis de regarder justement les approches simples, un peu plus complexes, peut-être qu'on pourrait statuer quelque chose d'important. On a dit qu'il y a la mainline, le tronc, puis qu'on va créer des branches pour s'isoler. Oui. Puis le problème souvent qu'on voyait dans SourceSafe, c'est que les gens créaient des branches pour s'isoler, mais oubliaient de ramener toujours vers le tronc et de toujours recréer des branches. Le patron, tu devrais toujours créer des branches à partir de ton tronc, à partir de ton mainline. Si tu veux créer des branches à partir d'une autre branche, c'est dans des scénarios très particuliers pour des problèmes bien précis, mais ce n'est pas l'approche classique. C'est-à-dire que moi, j'ai vu souvent dans SourceSafe le fameux escalier. Là. Ouais. Les gens créent une branche, de ce branche-là créent une autre branche, créent une autre branche, créent une autre branche, créent une autre branche, une autre branche. En tout cas, une branche par version, là. Oui, puis là, tu viens un peu perdu. Puis en fait, comme je te dis, Ou des branches par backup. une branche par version, ça devient le pattern de je fais un backup de ma version, de où est-ce que je suis rendu, et non pas tu travailles pas de la bonne façon. On va parler de parce qu'il y a un type d'un pattern qui s'appelle la branche de sauvegarde qui est pas on va en parler. C'est un scénario c'est un scénario que beaucoup de monde font encore, puis c'est pas mauvais de faire ça. Puis il y a une raison pourquoi tu ferais ça dans TFS, puis j'en parlerai quand on parlera de ce type de branche là. Mais donc, la première chose que les auditeurs doivent comprendre, c'est vous allez un jour brancher, vous allez créer une branche, mais vous devriez toujours ramener ce que vous allez modifier, parce que le but de créer la branche, c'est de s'isoler, mais c'est de modifier son code source, en tout cas de le faire évoluer. On devrait toujours là, le terme classique, c'est merger, donc on devrait toujours en français, on dirait ça comment, Guy? Fusionner. Le fusionner.
J'aurais dû te demander à toi. Hein, Étienne. Ah, ben t'aurais pu. Mais t'as demandé à Guy, puis je l'ai battu. Fait que Guy, tu savais-tu que c'était fusionné? Absolument pas. Voilà. Donc, j'avais le terme français, ce qui est assez rare parce que d'habitude, je les ai Parce que pas. moi, je m'en allais créer un terme comme au Québec, j'aurais dit, faut que tu remerges. OK, messieurs, avant de fusionner, là, pourquoi on fait une branche? OK, donc la question, on fait une branche parce que on veut vraiment faire quelque chose qui est on veut travailler puis on veut pas faire impacter ce que les autres travaillent dessus. Ce que tu as dit tout à l'heure, isoler. Isolé, Ouais. c'est ça. Donc, c'est- pourquoi on voudrait isoler? Parce que ça arrive à bien des égards où est-ce que un scénario classique, c'est qu'on veut travailler sur un feature, donc une fonctionnalité spécifique, et puis on a notre équipe de développement qui travaille sur la forme principale, peu importe. Là. Et puis là, on a une équipe qui ou une personne, on lui dit, hey, si on mettait tous les boutons roses, ça serait vraiment cool. Puis on aimerait ça voir si ça se fait dessus, puis c'est-tu beau. Mais au lieu que cette personne-là, par exemple, se mette à travailler puis à rendre tous les boutons roses pour tout le monde, ben on lui dit, on va te faire une branche qui va partir de où est-ce qu'on est en train de travailler dessus. Et puis toi, vas-y, fais des boutons roses, pratique, prends des prises Si d'écran. c'est vraiment bon, on regarde. mergera. Puis si on trouve que des boutons roses, c'est ça l'avenir, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, ben là, on va ramener ton code dans on va fusionner mainline. ton code dans le mainline ou dans la branche de dev, là, qu'on parlera Ouais. tout à l'heure. Et puis là, à ce moment-là, ben, à partir de ce moment-là, tous les boutons seront roses. Puis mais ça l'a isolé cette personne-là pour faire des tests, pour faire des choses sur le fait qu'il voulait rendre les boutons roses, puis ça n'a pas affecté personne d'autre. Il n'y a pas eu d'impact au niveau de l'équipe de développement. Exact. C'est ça, le mot-clé ici, c'est que du développement, du logiciel, c'est rare qu'on fait ça en solo. C'est très En tout rare. cas, Puis ça- maintenant. En tout cas, si dans les projets d'envergure, t'es au moins quelques personnes. On s'entend que c'est rare les équipes de 70, mais des équipes de 7, 8, 10 personnes, ça, Ça, c'est très classique. Très classique, ouais. Mais 7-8 personnes, c'est assez vite que tu peux te piler ses pieds Ouais. si tu t'isoles pas quand tu fais des changements. Que ça soit juste, un moment donné, moi, je veux prendre un code source et faire une unité de déploiement. Donc, je voudrais déployer ça pour faire une démo, par exemple. Ouais. Mais si je suis obligé de demander à tout le monde, hey, assurez-vous d'avoir mis à votre état stable votre code source que vous êtes en train de changer parce que je veux prendre une copie de code source, tout le monde va s'ouvrir et dire, ah, minute, là, moi, je suis pas rendu là. Exact. Donc, tu veux que les personnes puissent continuer à travailler et modifier le code source sans impacter en tout cas, une branche qui va te servir, elle, d'endroit où tu peux prendre toujours une version clean pour faire des démonstrations. Puis un scénario classique de ça, c'est Microsoft qui fait ils ont une nouvelle terminologie. Microsoft, ils lancent tout plein de technologies, le bêta, le ci, le ça. Là, depuis quelques années, maintenant, c'est le CTP. On a tout entendu parler de ça, le Customer Technology Preview. Ben, un CTP, en fait, c'est une branche où est-ce que tu mets le minimum d'effort pour stabiliser. Donc, ça peut être quelques jours. Puis, ce que tu fais, c'est que de ton mainline, tu fais une branche, tu mets un gars qui dit build, assure-toi que ça compile, fais une couple de scénarios. Si ça marche, on prend ce build-là puis on le donne à la communauté, en général, qui vont servir du CTP. Tandis qu'un bêta, c'est aussi une branche, sauf que tu vas avoir une période de stabilisation de cette branche-là qui va durer, des fois c'est 1 mois et demi, 2 mois peut-être même, où est-ce qu'ils vont stabiliser cette branche-là tout en envoyant les bugs qu'ils trouvent dans le mainline. Ils vont fusionner Donc, en les bugs qu'ils fusionnant trouvent. vers la branche de... Par contre, ils vont pas prendre les nouveautés que le monde travaille dessus dans la mainline. Ils vont avoir pris un point dans le temps. Puis là, ils vont vraiment stabiliser ça, régler tous les bugs pour s'assurer qu'ils donnent un produit plus stable. C'est pour ça que les bêtas sont plus stables, puis les CTP, c'est plus... Donc, en fait, c'est une stratégie de versionnement aussi. Ça peut être une stratégie de versionnement. On parlera des releases plus tard dans le podcast, parce qu'il y a d'autres raisons pour comment on se servirait des branches, tout ça. Mais oui, tu pourrais te servir de ça pour faire du versioning. J'aime pas ça. OK, puis dans ma stratégie, je parle un petit peu de voir ça autrement, mais oui, il y a beaucoup de monde qui font des branches par environnement qu'ils vont déployer, par exemple. Ce qui c'est plus ou moins bon. Moi, C'est sûr que à des quelque bémols part, il y a des gens qui vont dire, dès que tu peux justifier que tu dois t'isoler, crée une branche. C'est Mais ça. à un moment donné, il faut pas virer fou, puis Ouais. il faut faire attention pour pas créer des branches un peu artificielles. Exact. Un des points que les produits, d'à peu près tous les outils de gestion de code source,
ils vont s'attendre à ce moment-là que quand tu supprimes une branche, tu vas vouloir refusionner vers où tu venais. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, les produits, quand tu viens pour faire ta fusion, ton merge, le point qu'il va t'offrir par défaut, c'est d'où tu as créé la branche. Absolument. Puis souvent, il y a des gens, quand ils sont peu familiers, ils disent, tiens, Chanel, il me met ça par défaut, puis moi, je voudrais, mettons, si tu veux faire un escalier, là, donc tu veux faire un anti-pattern, donc tu veux toujours faire tu vas t'en servir, par exemple, faire des backups. Mais là, tu dis, c'est pas ça que je veux. Puis là, il faut que tu le respectes. Ben, c'est parce que le produit, lui, il s'attend que tu l'utilises de cette façon-là. Donc, c'est un peu comme, faire une analogie. Si j'utilise une bicyclette, bon, on s'attend que tu veux utiliser le guidon, puis que tu veux pas donc, les produits de gestion de code source, ils s'attendent que tu vas voir créer des branches et fusionner vers le point de départ de la branche, donc de retourner et refusionner ton code. Puis si tu travailles de cette façon-là, tu te battras pas contre l'outil. Tout à fait. Puis on peut regarder les branches pour nos auditeurs, là, si vous avez jamais vu des branches, là, regardez une fourchette, par exemple. Ben votre fourchette, ça peut être le mainline, où on le tient, puis les pinouches au bout où on mange dans notre fourchette, ça peut être différentes branches qui partent de notre mainline, par exemple. Donc, si vous voulez visualiser, là, quand on va parler des branches plus tard, là, c'est vraiment, vous pouvez le voir comme une fourchette, vraiment, là, les branches qui partent du point principal. Souvent, quand on lit des guides là-dessus, il va toujours, la mainline est toujours comme centrale, puis les branches partent un peu comme un arbre, là, t'en as de chaque côté, puis ils reviennent toujours vers le centre, puis ils repartent après ça. Donc le tronc, c'est vraiment, on peut regarder ça comme un arbre. Le tronc, c'est comme le tronc de l'arbre, puis les branches, c'est des racines. Ouais. Donc on voit plein de petites racines là, qui... Donc, regardons donc un peu des scénarios. Donc, mettons qu'on a une toute petite équipe, puis on n'a rien de très complexe. Là, ça ressemblerait à quoi un scénario simple? OK. Donc, moi, on va les nommer, les stratégies, puis après ça, je vais vous parler un peu d'un principe que j'ai qui s'appelle le principe de la passoire. Puis après ça, on va revenir sur chacun de ces scénarios-là, puis on va en parler plus en détail. Comme ça va être peut-être un petit peu plus structuré, là, comme ça. Donc, on voit, Étienne, que tu es bien préparé pour en fait, je te passe ma présentation que j'avais, puis j'avais passé un petit peu comment présenter ça. Donc, je vais continuer dans la veine de ma présentation. Donc, les cas qu'on a, on a un cas simple. Le cas simple, c'est 2 à 5 développeurs, développement sur le même projet, puis ils évoluent tout en même temps. Là, ok. Donc, ça va. Ensuite, la stratégie standard, on va l'appeler standard, c'est 5 développeurs ou plus. Qui développent sur le même projet, qui évoluent dans le temps avec une ou plusieurs versions à conserver. OK? Donc, on peut release 1, release 2, tout ça. Donc, ça, c'est peut-être notre scénario standard. Souvent, un scénario qui va ressembler quand on est dans une compagnie qui fait un produit. Ouais. Contrairement, peut-être en entreprise, on va ressembler à un scénario plus simple parce que souvent, on gardera pas 2, 3 versions. On va avoir toujours la version en cours d'utilisation puis la nouvelle version. Puis dès que tu déploies la nouvelle version, ben l'ancienne n'est plus nécessaire parce que souvent, on garde pas des versions, mais si tu fais un produit commercial puis que tu vends à des clients, ben il faut peut-être que tu gardes 5, 10, 15 versions en arrière parce que les clients, eux autres, ils achètent pas toujours les mises à jour. Oui, mais en entreprise, il y a toujours, si on passe par exemple d'une V1 à une V2, il y a toujours la solution des bugs. On réglait les bugs de la V1 pendant qu'on développe la V2. Tout à fait. On revient à la même chose. C'est un excellent point, puis on va en parler tantôt de ça. Donc, là, j'avais scénario avancé. J'en ai 2 scénarios avancés mais quand tu dis scénario avancé, ça peut être, on dirait, beyond le standard. Là. Ouais. Donc, on peut complexifier la vie à l'os avec des branches. Mais il y en a des classiques. Il y en a des classiques. J'en ai 2 ici. Un, c'est, mettons, encore une fois, 5 développeurs ou plus qui travaillent sur le même projet, qui évoluent sur le même projet, mais que là, on va avoir des hotfix, on va avoir des service packs, tout ça. Donc, comment on va gérer ça? Donc, ça, c'est le scénario évolué, un peu avancé. C'est ça que je te dis qu'on va revenir là-dessus tantôt. Et puis, avancé 2, ben c'est on veut avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, on va se faire des branches par fonctionnalité. Ou est-ce que nos développeurs vont travailler là-dessus? Ça peut être aussi un autre type classique, c'est que on a plusieurs équipes. On a une équipe en Inde, on a une équipe au Canada. Donc, les équipes distribuées, tu vas des équipes distribuées, isoler. il y aurait chacun leur branche, puis encore une fois, il faudrait... Mais plus tu deviens avancé, plus c'est complexe, plus que le monde n'y comprenne pas. Parce que là, il faut pas que tu oublies que faut que tu expliques ça à tes développeurs après. Puis tu leur dis, gars, on travaille comme ça pour cette raison-là. Donc là, si tes développeurs comprennent pas, ben là, comme tu dis, ils veulent combattre le système, puis quand tu veux combattre le système, c'est là que tu as des problèmes. Oui, mais quand tu as un besoin complexe comme ça prend quelqu'un qui le maîtrise, qui le comprend, puis qui l'applique. Donc, au niveau du développeur, ça va, bon, maintenant, je travaille sur la branche XYZ parce que je développe tel feature, tel nouveau feature. Je devrais pas nécessairement me
casser la tête, là, on devrait me dire dans quelle branche que je dois travailler. Absolument. Et puis, c'est pour ça que moi, j'ai une autre présentation que j'ai fait, que je commence à consolider mes présentations. Là, je veux voir plus vraiment pas nécessairement produit, mais plus bonne pratique d'utilisation d'ALM en général, tout ça. Puis, une de mes autres présentations, c'est les rôles qu'on a dans une organisation, quand dans on une équipe de développement. OK. Puis un des rôles qui est souvent très, très sous-estimé, c'est le libraire. OK? C'est un rôle qui est pas, tu sais, ils appellent pas nécessairement ça, c'est pas connu, le librarian ou tout ça, là. C'est un peu un rôle que pas nécessairement inventé, c'est quelque chose qui est connu, mais c'est un peu avec l'expérience, tu te rends compte, tu as besoin de quelqu'un qui va s'occuper de faire la gestion des branches, la gestion des releases, et puis expliquer aux autres, on l'a fait comme ça pour cette raison-là, pour ce projet-là, parce que voici les raisons. Puis oui, Guy, tu as raison. À la fin, on dit au développeur, tu t'en vas dans cette branche-là, tu travailles, puis pour lui, c'est transparent. Ouais. Il y a son mainline à lui qui est sa branche où laquelle il travaille. C'est un rôle souvent qui est difficile à justifier pour des gens qui sont peu familiers, qui ont en tout cas qui ont une compréhension du logiciel est peu évoluée. Donc, un niveau de maturité assez faible parce qu'il y a des misères à dire un libraire juste pour gérer les sources. Pour eux autres, c'est comme ça se gère tout seul, ça, les sources. Tout à fait. C'est pour ça que souvent dans les organisations où les niveaux de maturité est un peu plus faibles, tu as intérêt à jumeler ce rôle-là, peut-être avec celui qui est du rôle de celui qui s'occupe des constructions, d'automatiser des builds, les builds. Absolument. Donc, en anglais, on dit ce rôle-là, on l'appelle le build master ou J'ai pas une traduction de lui, là, mais le maître des constructions. Souvent, on le jumelé, puis là, on a trop de misère à les nommer parce que le libraire, ça dit bien ce que c'est. En tout cas, le build master, ça dit bien ce que c'est, mais les deux ensemble. Oui, mais dans la plupart des grandes organisations, c'est peut-être un rôle qui est essentiel. Je pense que ce qui est important dans ça, c'est le mot rôle. Donc, on a tout. Je vais pointer, je suis en train de pointer Mario, là, justement, pendant qu'on se parle. Tu sais, Mario, t'es architecte, mais t'es aussi développeur, puis t'es aussi testeur, puis t'es aussi libraire, puis t'es aussi... Donc, c'est un rôle. On en a tous des rôles, puis je pense que quand je faisais cette présentation-là, tu sais, le monde dit, on a besoin de quelqu'un qui va faire le libraire tout le temps. Hey, ça va coûter cher faire ce rôle-là. Non, c'est un rôle. Ça peut être un de tes développeurs seniors que tu dis, toi, en plus, là, tu vas être le libraire. Fait que tu vas t'occuper d'expliquer aux autres comment ça marche, tu vas gérer les gestions. Ça va peut-être représenter juste 5 minutes ou 10 minutes de ton temps dans certaines journées. Une autre journée, ça va peut-être être 3 heures parce qu'il y avait plus de responsable. C'est ça. Quelqu'un qui comprend. Faut que quelqu'un mette le chapeau. Oui, puis qui est capable d'expliquer aux autres. Exact. Donc, c'est un rôle important, puis ça va de pair avec tout ça. Donc, le dernier scénario qu'on avait, tu voulais-tu dire d'autres choses? Je m'en allais justement t'amener là-dessus parce que je pense que ton dernier scénario, c'est les sauvegardes. Les sauvegardes, voilà. Puis, donc, les sauvegardes, on va en parler aussi, puis c'est un pattern je dirais que c'est le pattern le plus utilisé parce que même avec VSS, tu vas faire ce pattern-là. Ça serait pas quasiment un anti-pattern. C'est presque un anti-pattern, mais je te dirais que il y a une certaine raison, surtout dans TFS, il y a une raison pourquoi tu voudrais faire ça. Puis on en parlera quand on sera rendu là. OK? Donc là, je vais vous parler d'un principe que j'ai surnommé le principe de la passoire, qui est un principe, j'ai mis un trademark là-dessus, mais je veux dire, vous allez comprendre instantanément. Donc, si jamais un jour Microsoft dans un produit veut dire le principe de la passoire, dit, hey, je veux des royautés. C'est ça. Ils vont falloir qu'ils passent par moi parce que, donc, le principe de la passoire, je vous le montre aux deux parce que vous voyez, vous autres, vous voyez le dessin, là, nos auditeurs le voient pas. Mais en fait, c'est 3 passoires, une par-dessus l'autre. Une qui a beaucoup de trous dedans, une qui a un petit peu moins de trous dedans, puis la dernière qui a presque pas de trous dedans. On va de la plus grosse à la plus petite. De la plus grosse à la plus petite. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par ça, là? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Donc, tu te sers des branches aussi de la façon que tu te sers de ce graphique-là. C'est-à-dire que normalement, tu vas commencer le pattern classique des branches, c'est la fourchette à 3 branches, OK? Donc, vous l'avez, on la voit ici, là, OK? Donc, vous la voyez ici, c'est le... nous, on la voit, Étienne, mais nos auditeurs la voient pas. Donc, on va faire que tu l'expliques. Donc, je l'explique. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, on a le mainline qui est le bras de la fourchette. Et puis, il y a 2 branches qui partent, une par en haut, une par en bas. Et puis, ces 2 branches-là forment une fourchette de 3 branches au bout. Okay? Ça, c'est vraiment un modèle. On s'entend, là, si vous avez pas au moins ces 3 branches-là, il y a quelque chose qui vous échappe dans votre stratégie d'isolation. Parce qu'explique les 2 branches classique qu'on devrait faire à partir de la mainline. Donc, la mainline, c'est comme je vous dis, c'est la fourchette, le bras du milieu de la fourchette. C'est le tronc. Le tronc, la mainline, le tronc. Et puis, là, on parle du scénario standard. On reviendra au scénario simple après, mais on parle du scénario standard pour expliquer le principe de la passoire. Parce que je peux pas juste vous expliquer ça sans nécessairement avoir en tête c'est quoi la branche. Donc,
Puis ça, en fait, toute cette information-là vient du Branching Guide de Microsoft. OK? Le Branching Guide, on va le mettre sur le site Ouais, du on va mettre podcast. le lien. Comme ça, le monde, s'ils veulent aller le voir, ils peuvent aller. Et puis, essentiellement, le mainline, aussitôt qu'on commence un projet, on fait le mainline, mais on travaille jamais dedans. OK? La première chose qu'on fait, on fait une branche qui s'appelle développement, dev, peu importe. Et puis, on envoie toute notre équipe de développement travailler sur le dev. Ça, c'est important. On travaille jamais dans le tronc. On travaille pas dans le tronc parce que le tronc va devenir notre branche d'intégration. Ouais. Donc, tout ce qu'on va faire dans les autres branches, on va les intégrer à travers le mainline. Puis on expliquera ça un petit peu plus en détail tantôt là, quand on en parlera. Donc, on a une branche de développement, puis à un moment donné, dans le temps, on est prêt, on va faire un release, on se fait une branche de release. On peut faire une branche de release jour 1 en même temps qu'on fait notre branche de dev. Puis essentiellement, on va merger dans la branche de release quand on est prêt à le faire. Sauf que disons qu'on s'aide pas parce que faire un merge, c'est quand même pas une opération qui est simple. Donc, c'est plus simple de dire au point où on est prêt à faire au moins notre release 1, de faire notre branche à partir de ce moment-là. Donc, le principe de la passoire, si on y revient, notre branche de développement, c'est où il y a beaucoup de changements. Donc, si on regarde notre passoire avec 20 trous, comme vous regardiez tantôt, ben il y a chaque trou, c'est des changements dans le fond. Donc là, quand nos devs travaillent là-dessus, il y a beaucoup de changements. C'est le développement. C'est le développement. Oui. Et puis, on s'attend qu'il y a beaucoup de changements. C'est le but de ça. Moi, je l'appelle la branche chaotique, la branche de développement. C'est là-dessus, moi, j'ai pas de contrôle. Puis j'en veux pas de contrôle. Je veux que mes devs, ils soient tout à fait à l'aise de mettre les choses qu'ils ont besoin de mettre là-dessus. C'est sûr, sans nécessairement casser le développement des autres. On essaie que ça soit le plus stable possible. Puis Microsoft va nous donner bien des fonctionnalités dans 2010 pour... C'est pas parce qu'il y a beaucoup de changements qu'il y a un pattern. En tout cas, il y a un principe qui va toujours rester vrai, c'est qu'une branche devrait toujours être dans un état stable. C'est-à-dire que si tu check-in du code, c'est-à-dire si tu... Comment on traduirait ça, check-in? Si tu portes dans le gestionnaire de source ton Ouais. code, Donc, il doit si tu ajoutes compiler. du code dans ton gestionnaire de source, il devrait pas briser le build, il devrait pas briser la construction. Si ça le brise, c'est que là, tu es en train de déstabiliser ta branche. Puis habituellement, la pratique, c'est on arrête tout et on restabilise. On continue pas à bâtir sur des mauvaises fondations. Tout à fait. Ça reste vrai, même si toi, tu dis, ben écoute, cette fameuse branche-là de développement, elle va être beaucoup sollicitée. échangée. Là, ouais. Puis donc, c'est peut-être pas le bon endroit que je devrais me servir, par exemple, pour prendre ma copie la plus sécure pour aller faire des démonstrations à mon client. Absolument. Absolument, tu vas voir peut-être la prendre de ton tronc, de ton mainline, parce que quand tu es dans un état stable, en tout cas que tu considères cette branche-là dans un bon état stable, là, tu vas la refusionner vers ton tronc. Tout à fait. Et puis, juste pour votre information personnelle, quand on fait un check-in, on archive. Ah oui? C'est l'expression française. Là, tu vas non, me les dire- Français vont pouletter. ils vont pouletter aussi. Ouais, on check-in, ils on vont check-in faire le un poulet, poulet, exact. on poulette. On poulette, nous autres, ici au Québec. Donc ça, c'est une blague interne qu'on a avec les Français. Ils vont bien apprécier, je suis sûr. Donc, pour revenir au principe. Donc, Chicken comme dans poulet. donc ça s'appelle archiver, OK? Puis là, tu me demandes comment ça se fait que tu sais toutes les expressions, tout ça. C'est parce que je me suis adonné à installer TFS en français à un moment donné. Et puis, j'ai vu les mots. Par contre, je pourrais pas te dire un check-out, c'est quoi? Je m'en souviens pas. mais archiver, c'est un check-in et puis merge, c'était fusionné. Là. Donc, si on revient au principe de la passoire, la mainline, donc, c'est la même passoire, mais avec beaucoup moins de trous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de changements qui arrivent sur le mainline. Puis ces changements-là sont pas faits par du monde, sont faits par la fusion de notre branche de développement vers notre branche main, qui va être faite à moins souvent. On fait pas ça tous les jours, On là. fait pas ça tous les jours. Quoique dans le branching guide, ils vont dire vous devriez faire une fusion à tous les jours. Ah ouais? Moi, je suis plus ou moins d'accord, ça dépend. S'il y a beaucoup de changements dans la branche de développement, des fois ça vaut la peine, mais on peut des fois étirer 2-3 jours, même une fois par semaine si on veut. Cette branche-là, il y a moins de changements. Puis là, quand on a notre branche release, dans le fond, on a le dernier petit bout de la passoire qui a 2-3 points sur 2-3 trous. C'est qu'il y a presque pas de changement. Ce que la branche release, ce qu'elle sert, c'est vraiment d'avoir un point d'isolation quand que je déploie du logiciel pour mes clients. C'est inévitable. Ils vont demander à un moment donné un fixe quelconque. Ils vont trouver un problème. Puis ce problème-là, va falloir le corriger rapidement parce que ça va être... c'est un bug de view de mort, faut le faire. Parce faut le que c'est critique. corriger, puis on Voilà. peut pas dire, ben là, ça va être dans la prochaine livraison.
Puis, si on s'est pas fait un point d'isolation, si on s'est pas créé une branche pour isoler, on va être mal pris. On va être mal Mais- pris parce que excuse Guy, parce que notre dev puis notre mainline, ils ont continué d'évoluer eux autres. Ben oui, comment ça marche, là? Mettons, le développement continue. Mais là, en release, là, je corrige un bug. Exact. Donc, tu vas corriger- Comment on fusionne tout ça? Donc, tu vas corriger. En fait, c'est là où est-ce que le monde sont un petit peu confus. Puis là, ils disent, je peux pas amener ce que je suis rendu dans le main dans mon release. Je peux pas utiliser ce code-là parce que là, si je pousse ce code-là en production, ben là, j'ai plein de nouvelles affaires en production. Je veux pas envoyer toutes ces affaires-là. Puis c'est normal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que notre branche release, ça devrait être une copie. Ça devrait être le code qu'on a qui roule en production. Au moment où on tu sais, à un moment donné. Version 1, C'est le code qui roule en production. Donc, ce qui implique que quand on fait des changements, on règle des bugs, on les fait dans cette branche-là. Oui. Là, le monde a peur, ils disent, tu vas faire des changements dans la branche release. Oui, c'est pas grave, parce que notre build, c'est une autre affaire. On va parler de ça quand on va parler de nos stratégies de release plus tard dans le podcast. Mais essentiellement, là, le monde a un peu peur de dire, je vais faire mes changements sur la branche release. Je devrais pas faire une autre branche, tout ça. Il faut pas oublier qu'un gestionnaire de code source, ça permet de pouvoir, ça garde trace de tous les changements que tu fais. Exact. Donc, si vraiment mal pris, tu pourrais toujours revenir en arrière. Donc, c'est pas parce que tu modifies une branche que tu es en train de te mettre à risque. Exact. Tu utilises un outil de gestion de code source pour justement ne pas vivre aucun risque puis ne jamais perdre ce qui existait avant. Tout à fait. Puis en fait, l'idée du principe de la passoire, comme je l'ai dit, c'est que plus tu montes dans la hiérarchie des branches, moins tu as de changements dans le fond. Puis l'idée, c'est que si c'est pas comme ça, si ta stratégie de branche c'est pas comme ça, tu as un problème. OK? Puis il faudrait reviser. En tout cas, si tu l'as fait différemment, si tu l'as fait comme bon, moi je le cacherai pas, à laquelle j'ai un modèle encore plus simple. Ouais. Mais je comprenais tout à fait les limitations de ce qu'il y avait besoin, puis je me suis dit, je peux arriver avec un modèle plus simple, sachant que j'ai des limitations, je pourrais souffrir un jour si les besoins changeaient, puis on me demanderait de changer de quoi, puis là, je dis, puis là, il faut vraiment que je crée une branche de développement. Dans mon cas, moi, j'ai juste superposé ma branche de développement, mon mainline, c'est la même, mais je sais pertinemment que pour les besoins de ce qu'ils font, on peut vivre avec ça, le type d'équipe, ils sont jamais plus que 3-4 personnes. Il y a des contraintes qui permettaient de faire ça, puis à cause que au niveau de la maturité des équipes, c'est pas on n'aura jamais des scénarios avancés. On pouvait vivre, en tout cas en 2009. En 2010, les choses vont probablement changer, les organisations évoluent, changent, maturité augmente, donc on va probablement faire évoluer nous autres aussi notre stratégie de branching. Donc, est-ce que le principe de la passoire, ça vous va? C'est clair. Ouais, vous l'avez, parfait. On Fait pourrait qu'on va peut-être, sur le site, on pourrait peut-être mettre une petite image, là, qui puis illustre. en fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait mettre le lien à ma présentation Ah, au encore Codecamp, mieux. comme ça le monde peut télécharger Ouais, la ouais, présentation. ouais. Présenter Bon, ce prix. ils auront tout ce qu'on a besoin. Je sais pas si on l'a mis sur Codecamp, je me souviens même plus. Mais si on l'a pas mis, on le mettra sur le site, là, Ouais. ou le site du user group, là, puis Ouais. le monde ira le chercher. Donc, on va revenir à la stratégie simple, parce qu'on a passé à la stratégie standard un petit peu vite, puis on va revenir à la stratégie simple. Ce que Mario, d'ailleurs, parlait. Donc, la stratégie simple, c'est simple. C'est qu'on a le mainline qui est, en fait, où est-ce qu'on fait tout notre développement. Donc, on s'est pas isolé dans une branche de développement. Donc, en fait, ça implique que notre branche, notre mainline, il faut qu'il soit stable tout le temps. OK? Donc, parce que Faut être conscient. On se met à risque quand on fait ça. Faut Ouais. savoir qu'est-ce qu'on fait. Faut être conscient du type de développement. Il peut y avoir des circonstances où ça peut s'appliquer. Faut vraiment, tu sais, faut pas, en tout cas, c'est un peu comme, faut savoir les limitations. Mais, tu sais, ça coûte pas cher à gérer, puis à ce Non. moment-là, mais, Ben, si on n'a pas de produit, c'est peut-être acceptable. Ben, en fait, c'est pas nécessairement produit comme monde qui travaille, Ouais. OK? Moins que tu as de monde, puis c'est sûr que si tu vas une stratégie standard, et avec 2 personnes, c'est peut-être overkill. C'est peut-être un peu trop, Ouais, tu sais. Puis la stratégie simple, c'est correct parce que les deux se connaissent, sont un à côté de l'autre, ils peuvent se parler, regarde, OK, j'ai brisé que- le bid, je vais l'arranger. Puis 4 développeurs, on n'est pas en mode produit. je te dirais 2 à 3 développeurs. OK. Aussitôt que tu vas à plus que ça, tu devrais aller en standard. OK. puis, parce qu'un des prix à payer pour ça, c'est que le jour où tu corriges un problème dans une branche de livraison, dans ta branche release,
puis que ces gens-là veulent la refusionner, ils refusionnent dans ton développement en cours. Exact. Ça veut dire qu'il y a des chances que quand ça va fusionner, que là, ça peut briser le développement que ton équipe est en train de faire, mais sur une fonctionnalité qu'eux travaillent pas. Donc, si tu as des grosses équipes, là, ça devient dangereux, là. Tandis que quand c'est des petites équipes, 2, 3 personnes, il y a des fortes chances que la personne qui a corrigé le bug, ça soit une de ces 2, 3 personnes-là. En tout cas, on peut vivre avec ces contraintes-là, mais il faut comprendre nos contraintes. C'est pour ça que le modèle simple, c'est des petites équipes. Tu sais, le modèle simple, avec TFS, c'est déjà mieux que SourceSafe avec ce qu'on voit. Tout à fait. Puis en fait, le modèle simple, c'est que dans le temps, quand on est prêt à faire un release, on fait une branche release, puis on l'appelle la release 1.1.0, puis plus tard, on continue sur notre mainline à évoluer le produit, puis quand on est prêt, on fait une autre branche, tout simplement, puis on l'appelle 1.1.3 quand on est rendu là. Donc, à chaque fois qu'on fait un release, on se fait une branche, puis en fait, souvent, cette stratégie-là, c'est que c'est le même produit. Par exemple, c'est un site web. Puis on l'arrange, puis on met la nouvelle version du site web. Donc, les branches antécédentes sont plus vraiment nécessaires. Ils meurent de leur belle mort. C'est ça. Puis le projet en cours, ben c'est le mainline. Puis la dernière fois quand je l'ai mis en production, ben c'est ce qu'il y avait dans la release. Okay? Donc ça, c'est la stratégie simple. La stratégie standard, on l'a expliqué tout à l'heure. On en a déjà parlé, ouais. On l'a parlé tout à l'heure. Ensuite, un des cas avancés, j'avais avancé un, c'était, je vous le montre, comme ça vous le voyez, on en parlera. Puis comme ça, le monde peuvent quand ils vont télécharger aussi, ils vont pouvoir faire référence à ce qu'on parle. Okay. Donc, je l'appelais avancé 1 dans ma présentation. Puis essentiellement, c'est le mainline encore. On fait notre branche de développement comme on avait dans la portion standard. Sauf que dans la portion plus avancée de release, là, on a plusieurs niveaux. On a un escalier. Puis le niveau est important. Parce que puis les niveaux, donc on commence du main, on fait une branche qui s'appelle Service Pack. Ensuite, on fait à partir de la branche Service Pack, on fait une autre branche qui s'appelle Hotfix. Puis à partir de Hotfix, on fait une autre branche qui s'appelle Release. OK? Donc là, c'est un escalier, puis l'ordre est important parce que la branche Hotfix est très proche de la branche Release. Ça veut dire que quand on a un bug en production, je suis pas sûr que je te suis, là, Étienne. Tu dis que la première branche qui vient de ton tronc, de ton mainline, elle s'appelle Release, elle. Non. Elle s'appelle comment? Service Pack. Service Pack. OK. Puis d'après ça, de Service Pack, tu vas vers Hotfix. Puis de Hotfix, tu t'en vas à Release, ouais. Puis comme je te dis, comme je t'ai en train de t'expliquer, l'ordre est important parce que on n'oublie pas, enfin, je n'ai pas vraiment parlé quand on a parlé de la standard, mais on devrait toujours, puis tu en as parlé au début, on devrait toujours revenir vers le main. L'important, c'est de revenir vers le main. Donc, on fait notre branche de dev, on fusionne vers le main. On fait notre branche dans l'escalier que j'ai dit là, donc main, service pack, hotfix, release. Si on a un bug en release, on le règle dans notre branche release, on l'amène à hotfix. OK? Donc, c'est sûr, c'est un hotfix qu'on a fait. Ensuite, où on peut le faire direct dans la branche de hotfix, puis pas toucher à la branche release. C'est notre branche là qu'on a faite, qui est le bout de la ligne. Donc, on fait un hotfix. En fait, toutes nos hotfix, on les fusionne dans la branche service pack. OK? Donc, essentiellement, quand on va avoir 10 hotfix, on peut dire, on fait un build, puis c'est notre build de service pack qu'on va releaser. Puis essentiellement, de service pack, tu l'envoies au main. Parce que ta stratégie de branche, à ce moment-là, tu l'as bâtie comme ça pour te simplifier tout à l'heure ta stratégie de déploiement. Tout à fait. Donc on pourra en reparler de ça quand on va parler de déploiement un peu Tout à fait. Puis il faut pas oublier, parce que comme on remonte l'ascenseur, on revient vers le main, c'est toujours la passoire encore, du plus petit au plus gros. Donc, on part de presque pas de changement vers de plus en plus, comme les hotfix, il y en a pas beaucoup. Service pack, on a plusieurs hotfix qui vont faire un service pack. Puis là, de notre service pack, on l'envoie au main. Puis là, le main, c'est la fusion entre le développement puis le main. Puis là, ça, quand on a plusieurs branches comme ça, là, on voit là que ça commence à se complexifier, là. Puis quand on arrive là-dessus, là, on va avoir tous les changements de développement qu'on a envoyés au main pour stabiliser notre main. Puis là, on a trouvé des bugs en production qu'on a renvoyés vers le main. Fait que là, ces bugs-là, il faut qu'ils soient fusionnés avec le main aussi et qu'il faut qu'ils soient renvoyés au développement. Parce que le développement, il faut qu'il y ait les nouveautés aussi. Ouais. Donc, on s'en va, on fait du forward integrate qu'on appelle en montant, puis après ça, c'est du reverse integrate pour s'en aller dans la branche de dev. OK, ils appellent ça du RI puis du FI. Là, donc ça, c'est notre scénario plus complexe. Mais on s'entend que ça, c'est nécessaire si on doit faire différents types de déploiements. Par exemple, on sait qu'un jour ou l'autre, on aura peut-être un hotfix, puis les hotfix, on déploie ça différemment de nos service packs.
Mais si on est, par exemple, en entreprise, puis dès qu'on corrige un problème, on veut faire une mise en production, absolument, on n'aura pas besoin de toutes On se ces étages-là. complexifie cette affaire-là, exact. Ça, Donc, c'est vraiment si tu es en mode produit. Là. si t'es en mode produit, c'est en Ouais. plein ça. Puis ça, par exemple, Microsoft, pour leurs produits, en général, c'est un scénario comme ça qu'ils vont prendre. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as une V1, par exemple, du produit. Les clients rapportent des bugs. Tu corriges le bug tout de suite, mais c'est pas une V2 qui est releasée. C'est un hotfix qui règle ce problème-là. On accumule les différents hotfix qui se retrouvent dans un service pack. Et puis ensuite, il y a un service pack qui sort. Puis, éventuellement, le service pack est mergé dans la branche de développement. Là. Dans la branche de développement, c'est ça. Puis plus tard, dans notre mainline, ce que il est pas dessiné ici, là, mais ce que j'explique, c'est que tu ferais une autre branche ici qui ferait Service Pack, Hotfix, Release, puis ça serait ton Release 2. Qui partirait dans le temps plus tard, où est-ce que tu es rendu dans ton mainline, tu es rendu à ton Release 2, ben là, tu l'enverrais, puis tu ferais la même escalier, mais plus tard, ça, sur une c'est deuxième une release. super bonne beau problème parce que il y a des sociétés et des compagnies qui supportent une V1, une V2, puis il faut qu'ils continuent de sortir des hotfix sur la V1 en même temps que la V2, puis wow, là on voit la nécessité de quelqu'un qui a le rôle du libraire. Là. Tout à fait. Puis on voit aussi qu'on a besoin d'un produit qui nous permet de faire des branches. Oui. OK? Parce que dans la vraie vie, c'est ça qui arrive. Puis quand on a des produits, plusieurs On produits... n'est pas capable de faire ça avec SourceSafe. Là. ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et tiens, tu viens de nous présenter rapidement les 4 scénarios les plus usuels pourquoi on voudrait isoler notre code source. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne juste 2 petites secondes pour clarifier. On parle de branches, mais habituellement, les gens, surtout ceux qui sont peut-être moins familiers avec la gestion de code source, ce qu'ils vont plus penser, c'est moi, je dépose des fichiers, je crée des répertoires, j'ai une structure de fichiers. Y a-t-il une similitude entre les branches et la structure de fichiers ou c'est deux choses totalement qui sont pas du même acabit? En fait, c'est une bonne question. Et puis, c'est assez simple. En fait, souvent, c'est un répertoire dans notre gestionnaire de code source. On peut avoir un répertoire qui s'appelle main, puis on a un autre répertoire qui s'appelle dev, puis un autre répertoire qui s'appelle release. Donc, on va les voir comme des répertoires, mais c'est des branches. Mais c'est des branches. Et puis, dans TFS 2005 puis 2008, par exemple, ben, tu vas dans ton gestionnaire, c'est vraiment un folder. Tu peux pas voir de différence, là. Pour toi, c'est comme ça. Dans 2010, il y a un petit icône maintenant parce que une branche, c'est un citadin de premier plan. Donc, il y a maintenant une icône qui dit ce folder-là, en plus d'être un folder, c'est une branche. OK? Ce qui est pas le cas là, dans les versions précédentes. Ça va permettre de vraiment clarifier que ça c'est des branches, puis les autres c'est des répertoires parce que en tout cas souvent tu vas avoir un répertoire SRC pour les sources, un répertoire libre pour les librairies, tu peux avoir un répertoire doc pour mettre tes documentations, des documents d'architecture. Absolument, tu vas pouvoir mettre dans une branche tout ce qui est nécessaire de garder trace, parce qu'entre autres, si on s'en sert lorsqu'on fait nos livraisons, lorsqu'on fait nos releases, on veut avoir tout pour être capable de reconstruire dans sa totalité le système incluant tous les besoins, les artefacts qui te servent à faire tes déploiements. Tout à fait. Puis, donc, tout ça te permet effectivement, normalement, par exemple, tu vas avoir tes folders de branches principales, qu'on disait dev, mettons main, puis release. Puis en dedans de ta branche dev, là, c'est là que tu aurais doc, source, toutes les choses que tu viens de mentionner. Puis le même doc source, il va être tout répliqué quand tu vas créer ta branche de release. Puis donc tu devrais jamais diviser ta structure de fichiers entre des branches. Les branches ils sont comme des conteneurs de ta structure de fichiers, puis elle est répliquée de fois en fois parce que ça c'est très très important que tu mentionnes ça parce que le monde des fois ils vont partir sur le projet, le container du projet, ils vont faire comme tu dis doc source tout ça. Puis là ils vont essayer de faire une branche de source à l'intérieur. ou du folder source, ils vont faire une branche. Puis là, ils vont dire mais j'aimerais ça amener mes docs, puis mes libres aussi. Puis là faut que tu fasses une branche individuellement de chacun de ces affaires-là, ça devient bordélique. Donc, les branches devraient être les racines principales, puis les répertoires devraient se retrouver à la fin. À l'intérieur, c'est ça, puis c'est vraiment des petites racines, là, dans le fond, les folders qui restent. Puis quand tu fais tes branches, tu les fais au niveau supérieur, donc au niveau du folder qui contient tous tes autres petits folders. Puis c'est là que tu vas amener, dans le fond, toute la structure dans ta branche. Ce qui est important aussi de comprendre dans TFS particulièrement, puis même dans Subversion, c'est la même chose. Quand on fait une branche, c'est vraiment un pointeur à la version dans le temps où est-ce qu'on a fait la branche. Donc, il n'y a aucun espace disque de pris quand on fait une branche. Quand on la regarde dans le source control,
on voit les mêmes répertoires avec les mêmes fichiers. Donc, ça a l'air comme si on a copié, dans le fond. Mais ça coûte pas de l'espace 10. Ça ne coûte pas de l'espace 10, c'est vraiment des pointeurs. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on se met à modifier un fichier dans la branche, ce fichier-là va prendre de l'espace, parce que là, on l'a modifié. Ouais. Donc là, il va être différent. Donc lui, il y a une vie, lui, il y a une grosseur. Puis si ce fichier-là fait référence à 4 fichiers qui ont été branchés, puis ces 4 fichiers-là sont pas modifiés, bien quand on va faire un get latest, il va tout nous amener les sources. Mais au lieu d'aller chercher la version que dans la branche, ben il va au pointeur, il dit « Ah, toi, tu n'as pas modifié celle-là, je vais te donner celle qui est à l'autre place que dans laquelle j'ai branché, par exemple. » Donc ça, c'est important de savoir ça, là. On va prendre ça une petite aparté pour parler d'un concept, je sais qu'il existe dans Team System, je sais pas s'il existe dans les produits open source à la Subversion, le concept d'étagère, qui est une façon de se faire une branche d'isolation, mais qui est un shelf set, pour bien dire en anglais. Donc, c'est quoi? On pourrait dire que le terme le dit, c'est une étagère. Donc, c'est un endroit où tu vas pouvoir déposer ton code source à toi, mais sans forcément le fusionner dans le code, les branches principales. Ta branche de dev, où est-ce que tu travailles dessus? C'est comme une branche propriétaire à toi. En fait, c'est une branche privée. Branche privée. Tu pourrais vraiment voir ça comme une branche privée. Et puis, c'est une traduction libre, étagère. Là. Je pense pas que c'est la traduction qu'ils ont pris dans Non, j'ai traduit shelf set par étagère, ouais, ça se traduit comme ça. Mais c'est parce que c'est peut-être la traduction littérale, mais c'est pas... Donc, l'idée, c'est que au lieu de faire un check-in, par exemple, tu vas faire un shelf. Puis, ce que ça fait, c'est que ça prend ton code que tu aurais déposé donc sur la branche principale, que ce soit main ou dev, et puis ben ça la met sur une tablette, ça la met dans une branche privée, puis tu lui donnes un nom, puis l'intéressant avec ça, c'est que ça c'est un feature qui est spécifique à TFS, mais tu peux dire à quelqu'un d'autre mon nom de tablette ou mon shelf s'appelle quelque chose, puis lui il peut aller chercher cette tablette-là puis la ramener dans son code à lui. Donc faire des revues de code, pour faire des revues de code par exemple. Moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là pour quelque chose de bien intéressant, c'est que j'ai souvent vu des gens où est-ce qu'on essayait d'institutionnaliser dans l'organisation, de dire, OK, ici, là, vous devez checker in vos codes à toutes les fins de journée parce qu'on veut être sûr que cette nuit, quand on va backuper les fichiers, qu'on perde jamais plus qu'une journée de code source. Puis tu te feras pas frapper par un autobus puis on n'a plus tes affaires. Puis là, ça forçait le monde à faire des check-ins sur du code, des fois qui était incomplet. Pas incomplet parce qu'il est 4h30 ou 5h, puis là, tu finis, faut que tu t'en ailles au soccer ou au hockey. Là, le monde... puis le shelf set, ce que ça permet, c'est aussi de ramener les codes sources sur le serveur. Donc, ils vont être backupés, ils seront pas perdus, sans forcer cette pratique-là qui était un peu un anti-pattern. Ouais. Puis je vais avec des produits comme Subversion par exemple, en fait quand tu fais un check-out, t'as ta propre librairie privée à toi pour travailler dessus. Donc tu peux faire ce que tu veux dessus, fusionner, faire n'importe quoi sur ton environnement. Puis quand tu es prêt, tu commits ça au répertoire central. Sauf que ça c'est quand tu travailles dessus, ça vit pas sur un serveur. Donc dans le fond, tu l'as dans ta workstation, sur ton travail. Donc le shelf set, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique à TFS, là, qui te permet justement de faire moi j'ai implanté ça aussi là, de faire des backups dans le fond ce qui est important à dire, c'est on fait pas des stratégies de branche avec des shelf sets. Non, pas du tout. C'est juste pour des bouts de code qui sont temporairement qui compilent pas, on veut qu'ils soient pris en backup, donc on les met dans le shelf set. Le lendemain matin, tu fais rien en fait, c'est comme tu lui dis fais-moi un shelf, puis le lendemain tu continues de travailler, puis tu dis fais-moi un shelf avec le même nom par exemple, et il va te dire tu veux-tu écraser celui qui est là. Oui, écrase-les. Dans le fond, c'est vraiment pour faire un backup là. Okay? Donc souvent tu vas te créer un shelf à ton nom à toi, Mario, puis là c'est là que tu donnes tes affaires à toi. Donc on va passer vite sur il y en a 2 qui restent, là, la sauvegarde puis avancée 2 que j'avais là. Donc l'avancée 2 c'est plus quand tu as plusieurs équipes, donc tu partirais de ton main, puis tu ferais team 1, tu partirais de tu ferais un team 2, et puis de là, tu pourrais faire des features, par exemple, à partir de ton team. Là, vous la regardez, là, puis le monde va la regarder. C'est la stratégie avancée 2. Ce qui est important de comprendre dans ces avancées-là, c'est que tu veux isoler par équipe. Tu peux isoler aussi par fonctionnalité. Par fonctionnalité. Donc, puis ça, c'est tout à fait acceptable. Puis ça répond à des vrais besoins parce qu'il y a des produits où est-ce que par exemple, il y a une fonctionnalité qui est beaucoup à risque. Tu sais pas sûr si tu vas la livrer dans cette version-là, mais tu veux quand même commencer à la développer, mais tu la fais sur sa branche. Donc elle va peut-être prendre 3, surtout si tu es dans une approche agile avec des itérations, mais là, on commence à développer, mais on s'est pas commis qu'elle va être forcément dans l'itération en cours
elle sortira quand elle pourra sortir, surtout si c'est très risqué, puis on connaît pas tout encore la solution. Parfaitement d'accord avec toi. Puis, mais ce qu'il faut vraiment le dire par rapport à ces stratégies-là, c'est que on peut être ultra complexe, on peut se complexifier la vie comme on veut là-dessus. Donc, si on regarde les produits commerciaux actuels là, de haute génération, c'est-à-dire Subversion, TFS, ClearCase, StarTeam, par exemple, c'en est tous des connus. Là. On peut tout faire ces stratégies-là dans tous ces produits-là. Donc, on n'est pas arrêté là parce que ce que je parle là, c'est pas juste TFS. C'est ça. Dès que tu as un produit de gestion de clôture, c'est moindrement un produit pour adultes, là, ils font toutes ces choses-là. C'est ça. Mais là, si je comprends bien, là, avec tous ces produits-là, quelqu'un peut se tirer d'un pied. Dans le sens où il peut faire quelque chose de tellement complexe. Tu sais, les gens là qui se complexifient la vie, là, qui aiment ça, là, en mettre, là, puis tu sais, ils regardent pas c'est quoi vraiment les besoins, là. Puis à un moment donné, le danger, c'est que on n'est plus capable de fusionner, là. Tout à fait. Puis on n'est plus capable de déployer. Aussi. Ben, okay. C'est ça pour ça que c'est pour ça que quand on revient c'est pour ça que quand vous allez regarder la présentation, là, ceux qui vont la télécharger, vous allez voir que la stratégie simple, c'est vraiment simple. C'est 2 branches, c'est tout là. La stratégie standard, ben on a 3 branches. Puis là, puis la standard devrait répondre à peu près à 80%, puis oui, beaucoup des scénarios là. Oui. OK, donc c'est important de pas de pas partir fou parce que le produit te permet de faire des branches. Je vais en faire partout là, OK? Là ils se rendent pas compte que là je veux merger, mais pourquoi j'ai fait plein de branches dans le fond, OK? Ouais. Puis là, ça c'est la branche de sauvegarde, on en arrive à l'anti-pattern qu'on parlait tantôt là. C'est que on va se faire une branche de release, puis de notre branche de release, on va se faire une autre branche qui va être vraiment la release 1, puis on va la mettre read only. Pourquoi on ferait ça dans un produit? Dans différents produits, on n'a pas nécessairement une nécessité de faire ça. Dans TFS, on a une petite nécessité de faire ça. Puis la raison, c'est que en général, le monde, quand ils vont se faire une branche release, ça fait un label. Puis le label, ben, ça dit voici tous les fichiers que j'ai pris pour faire ce release-là. La problématique dans TFS, c'est qu'un label, ce n'est pas immuable. On peut modifier un label. Donc, si dans notre branche release plus tard, parce qu'on a trouvé un bug, on règle une affaire puis on delete un fichier, ben si on regarde le label de première instance quand on a créé notre release, puis il y avait ce fichier-là dedans, puis on dit va me chercher toutes les sources pour ce fichier-là, mais là tout d'un coup le fichier qu'on a délité, ben il sera plus là. Donc là ça compilera plus, il va nous manquer un fichier. OK, parce que le label n'est pas immuable, tandis que la branche l'est. Donc on va se faire une branche de sauvegarde qu'on va marquer read only. Puis cette branche-là, on s'en souvient, c'est un pointeur qui pointe à la version en question où est-ce qu'on a fait notre branche. Donc on est sûr que cette branche-là, elle est immuable, elle changera pas. Puis on peut toujours rebuilder le contenu de cette branche-là. Mais on changera jamais rien. C'est vraiment juste une copie. Puis comme c'est des pointeurs, ça prend pas d'espace. Si tu as un produit de gestion de clôture dans lequel tes labels sont vraiment immuables, tu n'as pas besoin de te faire de branche de sauvegarde. Absolument. Avec Team Foundation Server, à cause de cette, je sais pas si on peut dire faiblesse, mais en tout cas la façon qu'il traite tes labels, là. Faut que tu fasses ça si tu veux vraiment être sûr de garder toutes tes sources. Exact. Étienne, si on discute de livraison. Oui. Parce que Guy posait la question, on peut facilement se complexifier la vie. On pense qu'on n'a pas tant besoin que ça complexifie, mais c'est important de comprendre comment on va faire notre déploiement parce que le but aussi, c'est de se simplifier la vie lorsqu'on arrive à déployer. Alors, parlons de déploiement. Puis, on va revenir à des nouveautés qu'il va y avoir dans 2010 aussi par rapport aux branches parce qu'il y a pas mal d'affaires dans 2010 là, qui va... le monde va être content de voir ça. Fait qu'on va parler... Moi, je ferais 2 choses. Ce que je te proposerais plutôt, on va refaire une émission à un moment donné pour parler de qu'est-ce qui se passe gestion de clôture avec 2010 parce qu'il y a beaucoup de choses. Écoute, il y a des gate check-in. En tout cas, il y a beaucoup de check-in. Puis ça nous permettra peut-être aussi de parler beaucoup d'espace de travail privé, puis de workspace, puis de tout arrimer ça. Donc, ça a bien de l'allure. Donc, parlons déploiement. Oui, parlons déploiement. Parlons déploiement. Donc, on va... chaque environnement de travail, chaque compagnie, chaque shop de développement, tout le monde a sa propre façon de déployer. On va pas changer le monde ici en disant voici la façon de faire pour déployer les choses. J'ai un exemple. Par exemple, on a puis quand on parle de déploiement, souvent on fait affaire à des environnements de déploiement. Donc on déploie dans un environnement ou dans un autre. Donc un
un scénario classique, ça serait de parler, on a un environnement de développement, comme tout le monde a ça. Souvent, c'est le poste du développeur. C'est ça, Il peut qui avoir te- une VM l'espace- avec tout ce qu'il y a dans L'espace de travail privé du développeur, c'est l'environnement de dev. C'est ça. Lui, il compile, il fait son F5 sur sa machine, il pousse ça dans sa VM, il regarde si tout va Puis, bien. un jour ou l'autre, on va faire une promotion vers l'environnement, souvent de tests. Donc, moi, j'utilise le mot intégration. Ouais, Un environnement c'est correct. d'intégration où est-ce qu'on met tout dedans. Ça peut être test, c'est une bonne expression aussi. Ensuite, on a souvent un environnement d'acceptation. Le Donc, client, lui, client- va se servir de cet environnement-là pour dire, oui, Ouais. je le type avant qu'on fasse le déploiement vers la production. Production. Donc là, la production, par exemple, au gouvernement où je suis là, il y a 2 niveaux de production. Il appelle le niveau IT puis le niveau production. Puis le niveau IT, souvent, c'est une copie exacte de la production côté machine, hardware. Puis du développement jusqu'à l'acceptation, souvent, c'est dans des machines virtuelles. Puis là, quand tu arrives en IT, c'est des vraies machines où est-ce qu'ils ont mis SQL Server sur une machine, puis ton Puis applique web sur une la autre raison machine. principale pourquoi ils veulent un IT puis d'avoir une image parfaite, c'est que souvent, c'est là que tu vas faire, par exemple, des tests de performance. Donc, Exact. il y a différentes choses que tu peux tester que tu En plein, devrais. là. Fait qu'on peut partir fou par rapport aux environnements. On peut en avoir à qui mieux des environnements, mais souvent, c'est à peu près ça, les environnements classiques là, qu'on Tu as connaît. raison là. que de plus en plus, on essaie de travailler avec du virtuel, mais souvent en prod, ben non. Donc, si on se rappelle des branches qu'on parlait tantôt, on avait le mainline, on avait le développement, puis on avait release. Donc là, si on essaie de faire un joint avec nos environnements qu'on vient juste de décrire, on voit qu'il y en manque. Ben oui, donc est-ce que ça veut dire qu'il faudrait avoir autant faudrait brancher à partir de release pour chacun des environnements, ou c'est deux affaires complètement dissociées, puis faut pas faire association 1 égale 1, c'est-à-dire que un environnement, c'est pas, tu peux prendre une branche et déployer dans plusieurs environnements avec la même branche. Voilà la réponse à la question que j'ai posée. Je t'ai posé une question, puis toi, t'es l'autre du podcast, puis t'as répondu. C'est quand même pas pire. Ben Vraiment, oui. Mario, c'est bon. Je dois, comme architecte, des fois, me préoccuper de préoccupations de déploiement. Donc, je n'en doute pas. Donc, t'as mis le doigt en plein dessus. L'important, puis c'est ça, je pense que, tu sais, quand des fois, on parle le money slide, là, quand on fait des présentations, t'as un slide, là, où t'as un acétate c'est ça qu'il faut que tu sortes, là, puis il faut que tu te rappelles de ça, là, puis c'est ça qu'il faut se rappeler ce soir, là, dans le fond, ou en tout cas, du podcast. Quand vous écoutez l'émission. Quand vous écoutez l'émission, c'est que, il faut vraiment pas voir notre stratégie de branche comme étant un miroir, ou même on veut mettre ça en parallèle avec notre stratégie de déploiement. C'est deux choses complètement différentes. Ils vont de pair, on peut les attacher ensemble, puis c'est ça qu'on va discuter dans quelques minutes, mais il faut pas dire « j'ai 5 environnements, je vais me faire 5 branches, puis je vais traiter chaque environnement avec une branche. » On peut faire ça, sauf qu'on se complexifie la vie beaucoup. Parce que là, ça défie en fait le but des branches. Parce qu'on s'entend, on peut avoir plusieurs scripts de build qui fonctionnent à partir de la même branche, mais qui vont, eux autres, déployer vers les différents environnements. Donc, tu prends un script de build pour aller vers ton environnement d'intégration, un autre vers l'environnement d'acceptation. Puis moi, la stratégie que j'applique, c'est que dans l'environnement de dev, par exemple, je vais faire une script. En fait, ce que je recommande au monde, c'est de faire une script de build par branche. Donc, si on prend la stratégie standard qu'on connaît, on aurait notre script de build pour la branche de dev, on aurait notre script de build pour la mainline, puis on aurait notre script de build pour release. Ce que je recommande aussi, c'est notre branche de dev, on fait du continuous integration, du CI. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait un check-in, ça fait un build. Là, on est tout le temps, OK, c'est beau, c'est propre. Oh, on a un problème, faisons une résolution. On essaie de réduire le temps pour avoir une boucle de rétroaction rapide pour rapidement identifier qu'on a cassé la stabilité de notre branche parce que ça se répare facilement dans ce temps. Exact. Puis là, à partir de ce moment-là, on va prendre un point dans le temps où est-ce qu'on dit, tu sais, on parlait tout à l'heure, on fait ça à tous les jours, à tous les 2 jours, de l'envoyer dans le main. Ben, on dit, on a un build CI qui a complété, vraiment là. Ben, on va prendre le label, parce que là, on l'a dans le temps, on n'a rien modifié, là, on vient juste de le faire. Puis on va merger ce label-là, où est-ce qu'on est rendu le change set qu'on vient de faire. On va envoyer tout ça dans le mainline. Puis là, l'idée, c'est que comme on sait que notre build a compilé, puis a roulé des tests, tout ça, notre CI build, ben là, on envoie du code assez stable dans notre mainline. Puis notre mainline, le build qu'on a dans notre build script qu'on a dans le mainline, dans le fond, lui, on le met à tous les jours. On le dit, fait un build par jour. Donc, pas à chaque fois qu'on fait des changements, on fait un build par jour. Je sais pas, tiens, toi, t'as plus en tout cas, des fois, plus de vécu que moi. Est-ce que la fusion
de la branche de dev vers la fameuse branche de main. Est-ce que tu l'automatises ou ça reste encore un être humain qui le fait? En fait, ça dépend. Ça dépend du libraire. Parce que c'est dur d'automatiser dans la mesure où il faut qu'il y ait une prise de conscience, dire, faut que je prenne ce label-là. Mais c'est surtout qu'il peut avoir un cas où il faut que tu merges quelque chose. Puis si tu fais ça de façon automatique, et des fois, tu vas dire, ta commande qui va le faire de façon automatique, elle va te jammer parce qu'elle va dire, je peux pas le faire et j'ai besoin. Je sais que moi, dans mon expérience personnelle, j'ai jamais essayé d'automatiser ça. Ça reste toujours un être humain qui fait ça. Puis en fait, si on regarde, de faire notre fusion de la branche de dev à la branche de main, il y aura jamais de problème de disconnect, de conflit, parce qu'il y a personne qui travaille sur le main. C'est pour ça que ça peut être fait par le libraire, puis il n'y a pas besoin de comprendre les codes sources parce qu'il devrait jamais avoir de conflit. Il devrait pas avoir de conflit, exact. Donc, faut pas travailler sur le mainline, c'est ça que ça veut dire. Si tu travailles sur le mainline, tu as des problèmes. Si tu travailles sur le mainline, ça veut dire que ton libraire peut plus faire ces merges-là, qui se font avec 3 clics de souris, puis mais il y a quand même une prise de conscience d'un être humain, il dit oui, je suis en train de faire ça. Exact. Puis ça prend la personne qui connaît le code source, puis là c'est là que ça. Ouais, puis c'est intéressant aussi, la job du libraire, c'est aussi de regarder si on travaille aux bons endroits. Là. Donc il peut être le policier là qui tout à fait. Qui vérifie, donc il va savoir que il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, il n'aurait pas dû. Il y a un problème. Puis finalement, le dernier script, c'est la script de release. Celle-là, je la mets manuelle. Parce que quand tu fais un build de release, ben c'est quelqu'un, un être humain qui dit je pars un build parce que je veux mettre ça en release. Tu fais pas ça souvent, tu fais pas ça souvent, exact. C'est pour ça que tu fais ça manuel. Golden Compilation. Exactement. Puis là, si on regarde, donc on a 3 branches, une branche qui a beaucoup de changements, une branche de stabilisation et une branche de release. Chacun de ces branches-là va compiler un résultat, donc un output, là, des exécutables de DLL, un site web, peu importe. Et puis, là, c'est rendu là que le libraire, encore sa job qui revient, là, on décide quel build on va prendre puis où on va le mettre. Donc là, c'est là qu'on va taguer, où on va dire, parce que si on sert de Team Build, on est rendu dans TFS, on a Team Build qui va tout compiler ça pour nous dans l'ordre qu'on veut le faire. Là, on va regarder, on va dire, on va prendre notre build, on va le tester, évidemment. Là. Puis là, on va dire, on va le prendre puis on va le déployer en intégration. Là, si le monde prenne la présentation, au moins, ils vont savoir de quoi je parle. Là. Fait que là, si on l'envoie en intégration, ben là, c'est parce qu'on a nos testeurs, nos analystes qui vont aller sur le site, ils vont valider ou ils vont tester l'application. Mais là, ils tiennent très souvent, quand tu vas aller vers l'intégration, il faut que tu changes des choses dans tes fichiers de config, les noms sont plus les mêmes, donc c'est comment tu vas faire ces changements-là? Si tu as juste un seul build, c'est comme une activité qui repasse par après ou? C'est dans le fond, t'aurais des fichiers de configuration qui font partie de ta structure. Donc, tu aurais tous les types des types de configuration possibles pour les types d'environnement vers où tu peux décider de déployer. Tu mettrais la bonne config là, quand tu déploies. Donc, encore une fois, c'est un humain qui déploierait. C'est sûr qu'on peut automatiser ça en ayant toutes sortes de façons. Il y a des scripts pour automatiser tout là. Mais l'idée, donc, c'est de prendre. Donc, moi, je recommanderais, par exemple, c'est d'envoyer un build de dev. J'enverrais un build de dev, par exemple, dans un environnement où est-ce que je sais que c'est ma gang qui vont tester, puis que je suis en contrôle de qu'est-ce qui se passe. Donc, j'enverrais le build de dev, le CI, là. Si on a un environnement intégré de développement, parce que ça arrive, il y a des équipes qui ont un serveur de développement, par exemple. Ouais. Un serveur web, puis bon. Donc, j'enverrais mon build CI sur ce build server, sur cet environnement-là pour faire des tests. Ensuite, je l'enverrai peut-être en intégration, mais peut-être pas. Puis, si on regarde notre script qui génère les builds du mainline, ceux-là, je les enverrai en intégration, je les enverrai en développement potentiellement. Puis, ils sont assez stables, je les enverrai en accept probablement. OK? Donc, parce que c'est le mainline, il est intégré, c'est où est-ce qu'on a notre stabilisation de fait. OK? Quand on a notre build de release, ben notre build de release, on a corrigé un bug. OK? Donc, production. À la limite, non, production, c'est sûr, mais aussi en acceptation. Ouais. Parce que faut que notre client valide si on a réglé le bug. OK? Donc, ce qui est important là-dessus, ça je n'avais pas parlé quand j'avais parlé de la présentation, faut toujours avoir 2 environnements par version. OK? Donc, on a si on regarde le schéma que j'avais là, on a la version en développement, c'est la version par exemple N, puis la version en intégration, c'est la version N aussi. La version en accept et en production, souvent, c'est la N-1.
Si on prend N comme la version de production, on va dire que ça, c'est ça. Puis le développement et l'intégration, ce serait N+1. Là, okay? Ça va être plus facile à le voir demain. Donc, on est en N+1 en dev puis en intégration, puis on est en N en acceptation puis en production. Où est-ce que on a un point où est-ce qu'on peut avoir une problématique, là, c'est quand on corrige un bug puis on l'envoie en accept. Parce que là, à ce moment-là, on tombe à N+1, N+1 prime, mettons, là, qui c'est pas la version NN, puis c'est pas la version N+1 non plus. C'est comme une version intérimaire, là. Okay? Puis c'est quand on met une nouvelle, puis là, quand le bug est accepté puis il passe, ben là, la production devient le N prime aussi. Puis là, on est correct, puis on a renvoyé notre prime dans l'environnement de développement puis d'intégration aussi. Donc là, tout le monde, on est encore à N+1 Sauf puis que à N. on peut vivre avec le fait que notre environnement d'acceptation peut se retrouver à N+1 parce que, en tout cas, dans beaucoup d'organisations, c'est les mêmes ressources qui vont accepter. Mettons qu'on est en train de développer une nouvelle version, puis que là, on a un hotfix à passer parce qu'on doit corriger. C'est absolument les mêmes ressources. C'est le même client qui va dire, donc il peut pas être en train d'évaluer les deux en même temps. Donc, c'est normal qu'on puisse dire, regarde, je te détruis ton ancien environnement, je te mets le nouveau. Accepte-le. Quand tu as accepté, je te remettrai tout l'autre environnement sur lequel on travaillait avant, qui est la version future, la version 3. Puis là, notre fixe 2.1, il va pouvoir passer. C'est pour ça que, dans le fond, le gouvernement qui ont la TI puis la prod, là, tu vas avoir Accept puis TI qui vont être à N', par exemple, puis ta production va être à N. OK? Tant que tu n'as pas mis ton bug en production, là, tes environnements vont matcher. Fait que, tu sais, sans compter la production, c'est toujours intéressant d'avoir 2 environnements par version. Comme ça, tu peux toujours revenir en arrière si tu as besoin de revenir en arrière et tout ça. Là. OK? Fait que ça, c'est important de bien cibler dans notre tête que on fait nos branches, on a peu de stabilité en développement, on a plus de stabilité dans le mainline, on a beaucoup de stabilité dans notre release. Puis, basé sur les branches, puis les builds qui sont construits dans ces branches-là, on envoie ça dans les bons environnements. Puis ça, c'est bien de le faire d'avance. Puis de dire, les builds de dev, je les envoie pas plus haut que l'intégration. Les builds de mainline, je peux les envoyer en intégration, en accept. Puis les builds release, ils vont en production, puis potentiellement en accept pour valider un bug, par exemple. OK? Fait que ça c'est bien de définir au début de notre projet, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis ça, c'est assez standard. À un moment donné, quand tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est toujours la même recette qui revient. Puis, pour en finir, avec TFS, moi, j'essayais de trouver une façon, comment que je peux faire pour savoir où j'ai mis telle affaire, puis tout ça. Puis là, le monde ont peur parce qu'ils se disent « Ah, j'ai fait mon release. » Puis là, mon release, je ne pourrais plus le rebuilder parce que là, j'ai corrigé un bug. Puis je peux-tu revenir à la version d'avant, puis etc., etc. Bon, il y a des façons avec les bulls, puis en allant chercher un change set en particulier, puis bon, tout ça, de pouvoir aller chercher le code pour refaire ça. Sauf que qu'est-ce qui est important, souvent, c'est pas nécessairement le code qu'on a pour refaire le build, mais en fait, d'avoir le build en question. OK? Ouais. Puis avec TFS, on a une façon de locker un build. Donc, quand tu vas dans le rapport de build, tu prends un build, tu right-click dessus, puis tu dis « garde-les indéfiniment ». Peu importe de mes stratégies d'épuration, là, je veux que tu garde-les indéfiniment. Je l'ai mis en production, lui. Puis comment tu dis que je l'ai mis en production? Justement, dans TFS, il y a une colonne qui s'appelle le build quality, donc la qualité du build. Puis actuellement, les choix qu'on a là-dedans, tu sais, c'est je l'ai envoyé en test, je le rejette, il est bon, il est pas bon, les tests du AT ont passé. Mais moi, je me suis assis puis j'ai dit pourquoi qu'on dit pas je l'ai envoyé en prod ce build-là, je l'ai envoyé en test ce build-là, je l'ai envoyé dans mes environnements que j'ai définis, acceptation, développement, tout ça. Puis là, en plus de dire je le retiens, celui-là, on lui dit, lui, je l'ai envoyé en production. Puis là, on peut se garder plusieurs builds qu'on a envoyés en production, le dernier qu'on a mis là, mais celui d'avant aussi, puis celui d'avant avant en plus. Donc là, si on fait une production, une mise en production, puis tout plante parce que ça marche plus ou peu importe, on peut prendre le build qu'on avait avant, puis on a le code, il est là, il est tout compilé, on le prend, puis on le remplace, puis on met celui d'avant. Si tu jumelles, on sait que dans Team System, on est capable de créer des systèmes de travail, des work items. Si tu jumelles des work items avec ça, tu te retrouves à avoir un système aussi sophistiqué que ce qu'on peut avoir mis des années à construire les fameux systèmes de mise en production. Tu fais beaucoup de contrats pour le gouvernement, tu sais ce qu'il y en est. Mais tout intégré dans ton team system, avec
Donc, avec toutes les mêmes fonctionnalités, à moindre coût, parce que Ben, c'est parce que tout est intégré encore. Tu sais, on le regarde, le build là, le build report, vous allez le voir quand vous allez prendre la présentation, mais j'ai un exemple ici où j'ai dit, j'ai déployé en production, j'ai déployé en développement, puis c'est facile, on voit le build, il est gardé, on sait où on l'a envoyé. Donc, visuellement, on voit tout de suite, ce build-là, c'est ça qui est là. Parce que souvent, c'est ça qu'on veut savoir. Dans l'environnement d'intégration, c'est quel build qui est là? On a mis quel? Ben, tu vas sur le rapport. Ouais. Tu regardes, tu peux même sorter par la qualité, puis dire, donne-moi celui qui est en intégration, puis le dernier qui est en intégration, mais c'est celui qui est là. Fait que là, tu sais c'est quel numéro, puis t'es capable de regarder. Avec ça, t'es capable d'aller chercher le label, puis de regarder les fichiers qu'il y avait pour ce build-là en question, etc. Donc c'est une façon, avec les outils de TFS, de trouver une stratégie de release. Étienne, en terminant. Oui. Donc, j'ai un slide de conclusion, justement. J'avais un acétate de conclusion. ça tombe bien que tu me demandes de conclure, Mario. Donc, les points que j'avais dans ma conclusion, c'est il faut vraiment planifier notre stratégie de branche dès le début. OK? Donc, asseyez-vous pas, puis après que vous avez commencé vous avez 6 mois dans votre développement, peut-être il faudrait qu'on fasse des branches. C'est important de penser d'avance à notre stratégie de branche. Donc ça, pensez-y avant. C'est important d'expliquer à tout le monde c'est quoi notre stratégie de branche. Pour pas qu'il y ait de malentendus plus tard, puis ils disent moi j'ai commencé à développer dans le main, puis toi t'es rendu dans le dev, j'ai plus le même code que toi, comment ça se fait que ça marche pas? Non, faut que tout le monde soit au courant. Il y a personne qui travaille dans le main, on travaille tous dans le dev, on fait nos affaires. Ça, donc, pour pas qu'il y ait de malentendus, on s'assoit, on l'explique à tout le monde. Ensuite, construisez vos unités de livraison à partir de vos branches. Oui, je veux juste revenir sur le point précédent. C'est super important parce que la plupart des développeurs auront jamais travaillé dans un système qui est bâti avec des différentes branches. Exact. C'est super important d'expliquer correctement. Puis encore là, si on a établi quelque chose, si on a pris le modèle simple ou le modèle standard, c'est vraiment pas compliqué. Là. Non, les développeurs puis, là, ils vont catcher là tout de suite. Puis on leur dit pointez votre source control à la branche de dev, puis vous avez toutes les affaires, ils vont comprendre. Mais il faut l'expliquer. Exact. Puis ça ça a l'air de rien là, mais des fois il y a de la confusion, puis c'est une confusion inutile. Là, puis quand on va revenir plus tard, puis on parlera là, justement des workspaces, puis tout ça, qui est des concepts qui sont un peu plus avancés. Ben le workspace, c'est facile de dire pointe ton workspace à la branche de dev, puis là tu travailles là-dedans. Puis comme les branches sont répliquées, puis c'est le même contenu dans chaque branche. Un dev qui va régler un bug, ben tu lui dis pointe à ton workspace sur production, tu as tout le même code, tu règles le bug, c'est clean, puis donc avec les branches, ça te permet de faire des choses comme ça. Mais on reviendra là-dessus dans un autre podcast. Donc, construisez vos unités de livraison à partir de branches, puis déployez-les dans un environnement donné. Donc, on compile le contenu d'une branche. OK? Donc, je disais, on avait trois branches dans la branche standard. On compile ça, puis là, on a une stratégie. On se dit, bon, quand on compile des affaires en dev, ben on va les envoyer en dev puis en intégration. On les enverra pas plus haut que ça. Puis, quand on va compiler en main, on va les envoyer donc dans l'environnement d'intégration, puis peut-être d'acceptation, puis release, ben on est en production, puis potentiellement on accepte. Donc, important de construire vos unités de livraison à partir d'une branche, mais de les déployer dans l'environnement que vous voulez. Taguer vos unités de livraison, donc dans le code TFS avec la colonne, le build, c'est facile, ça coûte rien. On peut rajouter les environnements, c'est un open field, on écrit ce qu'on veut pour mettre la qualité. Donc moi j'ai rajouté facilement là, déployer en production, déployer. Donc si nous autres on a un environnement pré-prod, IT, peu importe, ben c'est facile, tu choisis puis tu écris ce que tu veux puis c'est ça que tu mets dans la qualité du build. Puis finalement, qui est le plus important, plus c'est complexe, plus c'est dur. Oui. Donc c'est puis on peut se rendre la vie absolument insoutenable en disant je peux faire des branches, je vais m'en aller tout partout, puis là on n'est plus capable de contrôler parce qu'on sait plus où sont les branches. C'est comme je dis tout à l'heure, là, on peut se tirer facilement d'un pied. Quelqu'un qui veut hyper complexifier la patente va faire en sorte que ça sera plus gérable, puis on va se retrouver à plus être capable de faire de release. Donc voilà. L'heuristique, c'est chercher à garder ça le plus simple possible. Donc la stratégie de branche simple, tu sais, ça reste que dans ton cas, ça marche, puis la standard est assez simple aussi. Donc Étienne, on te remercie. Ça me fait plaisir. Je pense que c'était une bon survol du domaine. Nous, on fait la pause, puis on va revenir pour parler des actualités avec Guy.
Les actualités. Est-ce qu'il y en a, Guy? Ouais, c'est l'été, hein. On n'a pas, on n'a pas grand-chose là. Il y a Windows 7, en avez-vous parlé à votre dernier podcast? Oui. Ouais, Windows 7 est sorti. Moi, il y a quelque chose qui est tombé sous mon radar cette semaine. Je suis peut-être en retard, j'en venais de vacances. Oui, parce que ça a été annoncé au mois d'avril. Ben, il y a eu avril, mais plus officiellement En fait, non. C'est un article dans un magazine ou en ligne, quelque chose comme ça, qui en parlait, mais officiellement, là, je pense C'est que plus il y a quelques ça fait pas semaines. très longtemps. On a fait une émission il y a 2 semaines sur Oslo. Mhm. Puis moi, ce qui est tombé sur mon radar, c'est que chez Microsoft, l'équipe Connected System qui s'occupait d'Oslo, puis l'équipe de tous les outils de programmation donnés, donc Data Programmability, je pense que ça s'appelle en anglais, Ouais. ils ont fusionné, on parlait de merge, ils ont fusionné et maintenant ils vont s'appeler les Business Platforms, les plateformes d'affaires. Je pense qu'on va savoir plus au PDC ce que ça veut dire, mais on voit quand même que, en tout cas, tout ce qui est la stratégie de modélisation. Ouais, en gros, c'est qu'ils merge les équipes d'Oslo, de M, donc, du puis langage. avec l'équipe Entity Framework. Ouais. Donc, tout ce qui est un petit peu des affaires graphiques, De modélisation. des modélisateurs vont se ramasser ensemble. Ouais. C'est ce qu'on verra et peut-être qu'on En tout cas, ça aura m'a, des nouvelles au PDC. Moi, ça a tombé sur mon radar. Ouais, c'est à peu près tout, là. Guy, qu'est-ce qui s'en vient du côté de la communauté.net de Montréal? Écoute, au niveau de la communauté.net, là, il y a des changements, il y a des nouvelles. En fait, il y a beaucoup de nouvelles. On fait un shuffle un peu là du nombre de présentations. Donc, il y a certains les présentations Team System. Vu que les sujets, on est en attente de 2010 à sortie, fait qu'on a décidé de diminuer un petit peu le nombre de réunions de Team On a System. 5-6 cette année? On passe de 10 à 5. On verra au besoin là, si on en rajoute d'autres. Au niveau d'SQL, c'est qu'on rajoute un volet BI, Business Intelligence. Sujet fort. En tout cas, moi, j'ai poussé fort pour qu'on fasse ça, parce que je pense que c'est important. Donc, Et on rajoute... Je parlais avec quelqu'un de Microsoft justement vendredi dernier, là, puis je lui ai dit qu'on faisait un volet BI, puis il dit bravo, félicitations, parce qu'il dit il y a une grosse demande là-dessus, puis on n'a pas le monde, ils savent pas là, tu sais, ça va être bon ça. Christian Côté se joint à Éric Moreau pour gérer le groupe SQL, puis on passe de 5 à 7 meetings du côté SQL à cause du volet BI. Et on a l'année dernière, on a tenté l'expérience des at lunch, c'est-à-dire des meetings sur l'heure du midi. Ça c'est compliqué parce que les gens ont 1 heure pour luncher, on manque de temps, les gens doivent se dépêcher pour se rendre au lieu du meeting. 1 heure, c'est court pour couvrir un sujet. Donc, les commentaires ont été que, c'est peut-être pas la formule idéale. Donc, cette année, on change la formule. C'est qu'au lieu de faire un meeting par mois sur l'heure du midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un meeting un samedi complet cet automne, puis un meeting aussi un samedi complet au printemps. Et on va pouvoir traiter d'un sujet en long et en large. Et on va essayer de faire quelque chose sous la forme d'un atelier. Un peu comme il y a quelques années, Étienne, tu avais fait ça avec Team System. Oui, tout à fait. Je pense pas que ça va être Team System avec le sujet sur lequel on va commencer. Le premier sujet, ça va être Silverlight. Donc, comment débuter avec Silverlight, là, comment vraiment commencer avec Blend. La date, est-ce qu'elle est arrêtée? Tentativement, là, c'est le samedi 26 octobre. Okay. Donc, on est en attente pour les salles, évidemment. Là. Donc, dès qu'on a la date officielle pour une salle un samedi, là, ça devrait être le 26 octobre. Puis là, c'est-tu atelier, ça? C'est-tu on amène nos laptops et on fait nos affaires? Ouais. Le but, c'est ça, là. C'est vraiment, là, toujours, d'apprendre. ça devrait être gratuit, à moins qu'il y ait des petits frais, mais je pense en fait, pour les membres, ça va être gratuit. En fait, il va falloir être membre pour y assister. Okay. Donc, puis, comme toujours, nous, la communauté recommence. Donc, en septembre, il y a le premier meeting, c'est un mardi. Donc, mardi, le 8 septembre, on a 2 sujets. Un premier sujet qui va être donné par Nicole Kaliniou. Cleaning up with disposition and finalization. OK. Et donc, comment s'assurer que nos objets qui allouent des ressources les relâchent comme il faut? Exactement. Et deuxième sujet, Pascal Lorrain de Finrad va nous faire une introduction à StalCup.
À quoi? Style Style Cup, Style pour Cup. les styles. Ah, Style ok. Coupe. Guy, pas capable de prononcer en anglais. La police de style. Mais Style Cup, c'est juste pour C-Sharp, par exemple. Ça marche pas dans VB, ça. Ah, ça se peut. Ah, c'est ce qu'on va voir. Puis, je sais qu'après ça, il y a une rencontre Ouais, mercredi, d'architecture. le 16 septembre, c'est un meeting d'architecture. Tu vas être conférencier avec Éric de Carufel. Ouais, Puis- on va parler de design pattern. Oui, de patron de conception. Ça devrait être bon, ça. Ouais. Ben, on avait déjà traité le sujet il y a 2-3 ans, Ouais, mais mais on je va pense que revenir. c'est besoin de revenir là-dessus. Ouais. J'ai passé beaucoup de monde en entrevue de ce temps-ci, puis je leur demande, connaissez-vous des patterns, puis ils savent pas. Donc, je pense Moi, je qu'il y vais a faire un une besoin pour ça, là. Brève intro, situer Ouais, ça. c'est une puis, intro, hein. C'est pas, c'est non, correct. non, Le but, là, c'est Eric, vraiment je pense faire une qu'Éric va intro. couvrir plus en détail. Moi, Oui. je vais juste positionner les choses, mais c'est principalement Eric qui est de Carufel qui va présenter Qui va les présenter patterns. les patrons, les plus connus, Ouais. les plus Puis, meilleurs. d'ailleurs, on parle d'Éric de Carufel. On sait qu'Éric est beaucoup impliqué aussi dans la communauté Alt.net. Puis ce mois-ci, ils vont parler de pattern aussi. Mais en plus, il est pas devenu MVP, Eric? Oui. Ouais. Ben oui, hey, En c'est plus. vrai. Un nouvel MVP à Montréal, en tout cas. Ouais. Ça va bien. Ben là, nous, On se revoit dans 2 semaines. oui. Puis la prochaine rencontre, on va parler d'Infopat. Rencontre. Pas C'est une rencontre. En Infopat. tout cas, pour nous, c'est une rencontre, mais pour nos auditeurs. T'es sérieux, vous parlez d'Infopat? Oui, oui, Infopat. Écoute, il y a des choses à apprendre aussi sur Infopat. Puis ça donne... Je m'en sers dans le projet actuel que je suis ouais. dessus, puis je te dis qu'il y en a des affaires à apprendre. Puis ça donne qu'on a un expert à Montréal qui maîtrise Infopat, puis la partie même serveur. Là, On a un expert à Montréal, Crime, Oui. tu me le présenteras. Oui, il travaille chez CGI. Peut-être pas d'abord. Mais sur ça, on vous souhaite bonne programmation, puis on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Merci les gars. Visual Studio Talk Show.